Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Rony Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Comme vous le savez, un grand nombre de doctorants choisissent de se lancer dans une thèse avec l'intention de devenir enseignant-chercheur. Pour atteindre cet objectif, la première étape consiste à consacrer une part importante de son temps à l'enseignement pendant la thèse. Il faudra ensuite participer à un concours pour décrocher le fameux poste de maître de conférence. Et du coup, il y a plein de questions qui se posent. Comment concrètement se déroule cette expérience d'enseignement pendant la thèse? Quelles sont les conditions à remplir pour décrocher ce fameux poste de maître de conférence? Quelles sont les implications de ce métier? Et quelles sont les premières démarches à entreprendre? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder dans cet épisode, et bien d'autres, avec nos 4 invités du jour. Alors, je pense qu'on commence à avoir l'habitude, du coup, je vais proposer à chacun de nos invités de se présenter. Et on va commencer par la présentation, du coup, de Christelle. D'accord, merci. Bonjour Rony. Donc moi je suis maîtresse de conférence à l'IMT Nord-Europe, qui est une école d'ingénieurs généralistes du groupe IMT, donc Institut Mines Télécom, qui est localisé à Lille et à Douai. Et je suis rattachée au CERI Système Numérique. Donc CERI, ça veut dire Centre d'enseignement, de recherche et d'innovation, c'est l'équivalent d'un département. Et je fais aussi partie de l'équipe de recherche Sigma, donc signal, modèle et application, du laboratoire Cristal de Lille. Donc c'est le centre de recherche en informatique, signal et automatique. Super, merci pour cette présentation. On va passer à la présentation de Bérangère. Oui, merci Ronnie. Bonjour, je m'appelle Bérangère Denisot et je suis maîtresse de conférence depuis 3 mois, donc c'est tout nouveau, à l'ESIT, qui est l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et je suis rattachée au CLESTIA, le laboratoire CLESTIA, langage, système et discours. Super, merci pour cette présentation. On va passer à la présentation de Florian. Bonjour Rony, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Florian Lecaer, je suis doctorant en quatrième année de thèse au sein du laboratoire du CERGAM et j'ai commencé ma thèse à l'IAE d'Aix-Marseille Université et je donne donc cours en tant qu'ATER en temps plein à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à la présentation de Martin. Bonjour Ronny, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi c'est Martin Rouault, donc je suis doctorant en fin de première année, début de deuxième année, co-dirigé entre Cristal, donc le même laboratoire que Cristal dans l'équipe Sigma, et le laboratoire de mathématiques Paul Painlevé, donc les deux dans l'université de Lille. Donc je suis co-dirigé en deuxième année de thèse, début de deuxième année de thèse on va dire. Super. Alors du coup, Martin, j'aimerais commencer l'épisode avec toi, puisque toi, du coup, tu as commencé il n'y a pas longtemps à enseigner, et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir ton témoignage par rapport à cette expérience, mais avant tout, est-ce que tu pourrais nous présenter ton doctorat? Oui, comme j'ai dit, je travaille entre deux laboratoires. Il y a un laboratoire où j'ai un encadrant qui fait plus des probabilités et un autre, l'autre laboratoire ici Cristal où on fait plus des statistiques, on va dire. Donc mon sujet de thèse, il est vraiment à l'interface entre probabilité et statistique. Et on va dire, pour faire général, on essaie d'utiliser des systèmes de particules en interaction qui viennent de la physique statistique pour avoir des garanties d'algorithmes en statistique ou en machine learning, par exemple, qui sont rapides, des bonnes garanties, et qui utilisent cette interaction entre les particules. Ok, donc toi, tu as enseigné finalement il n'y a pas longtemps. Déjà, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as choisi d'enseigner? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, évidemment, dans le mot enseignant-chercheur, il y a enseignant. Je pense que si c'est un métier qui nous intéresse quand on est en thèse et qu'on veut continuer ensuite dans l'enseignement et la recherche, c'est une bonne occasion, la thèse, en fait, de commencer à côtoyer aussi ce monde de l'enseignement, parce qu'on côtoie le monde de la recherche dans la thèse, mais c'est aussi bien d'être directement dans le monde de l'enseignement aussi. Euh, et puis, quand j'étais dans mes études, j'aimais bien, enfin, en TD, avoir des chargés de TD aussi qui étaient un peu jeunes, qui étaient aussi souvent des doctorants.
et où il y avait une bonne interaction qui se passait. C'était peut-être plus facile d'aller parler avec eux que d'aller directement voir le professeur qui donnait les cours magistraux. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie après d'être de l'autre côté du tableau, entre guillemets, euh, et de moi donner des cours en tant que doctorant. Une troisième raison aussi, je pense que de toute façon, même si c'est que la recherche qui vous intéresse, entre guillemets, c'est quand même une bonne expérience. C'est assez enrichissant parce que en recherche, on est amené à donner des séminaires à des gens qui connaissent pas du tout, qui sont pas du tout experts de votre domaine. Et donc, il faut savoir, pas forcément vulgariser, mais au moins expliquer, savoir vraiment souligner les points importants en fonction du niveau des gens qu'on a en face. Et donc, c'est assez lié en fait avec la capacité à bien transmettre ses idées à des étudiants, je pense. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que ça développe une certaine pédagogie, ce qui est très utile pour un chercheur dans tous les cas. Ok, c'est de très bonnes raisons. Donc toi, tu veux devenir enseignant-chercheur? Pour l'instant, je m'oriente vers l'enseignement et la recherche, oui. Ok, et du coup, au niveau des cours que tu enseignes, c'est quoi le format des cours actuellement? Donc, j'enseigne dans dans deux écoles différentes, on va dire. Donc, j'enseigne d'une part à l'école centrale de Lille pour des cours de mathématiques, plus orientés vers mathématiques pour l'ingénieur, du coup. Et j'enseigne aussi à l'université de Lille à partir du second semestre. Donc, c'est un enseignement, un enseignement qui est assez récent. J'ai commencé à enseigner en octobre. J'ai fait quelques semaines d'enseignement. Donc, c'est vraiment très, très récent. Et le format des cours, bon, c'est des charges, c'est des TD. Donc, en général, les doctorants, c'est très souvent 99% des temps, on a des travaux dirigés à donner. Donc, c'est des sessions d'exercice disons, en groupe réduit par rapport aux cours magistraux. Donc, c'est aussi une bonne raison, en fait, de commencer pendant la thèse. C'est parce que c'est un contact qui est plus facile d'aller donner des TD directement plutôt que d'aller commencer par des cours magistraux. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon. Oui, donc le format, donc c'est souvent des sessions de 2 heures. Donc là, en l'occurrence, plus orienté mathématiques. Voilà, les étudiants cherchent les exercices de leur côté. Et ensuite, on essaye de corriger ensemble. On essaye de le faire de façon un peu interactive, mais on en discutera plus tard. C'est peut-être pas toujours très facile. Oui, je confirme, c'est pas une expérience très facile. Mais d'ailleurs, toi, comment tu as vécu tes premières expériences d'enseignement? Alors, ça, c'est pas une question facile. Alors, Je veux dire par là, est-ce que tu avais le trac par exemple? alors, je pense que non, j'étais pas. Enfin, bon, je pense qu'on est toujours un peu stressé. Et en fait, donc c'est le cas quand on est doctorant, mais je pense que c'est des choses qui peuvent même être le cas pour des professeurs ou des maîtres de conférences. Après, je sais pas, peut-être qu'on en discutera. Le stress, quand tu parles à une audience, de toute façon, il est toujours un peu là. Mais c'est vrai que pour les premières séances, c'est pas un stress de forcément est-ce que ça va, est-ce que je vais bien m'en sortir en TD, mais plus est-ce que le groupe va être réactif, est-ce qu'il va y avoir une bonne dynamique dans le TD. Donc c'est plus un stress de cet ordre-là. Et sinon, pour les premières expériences, ça s'est globalement bien passé, mais euh, c'est ça, enfin, le TD le plus dur, ça n'a pas été le premier en fait. Ça a été le premier TD où le groupe était moins dynamique, où il y avait moins d'interaction. Parce que quand les premiers TD se passent bien, tu prends des bonnes habitudes, t'arrives. Bon, il y a le stress de s'embrouiller aussi dans la correction du TD, qui est assez important. Mais bon, quand le TD est dynamique, que les étudiants interagissent bien avec toi, tu les laisses faire autre chose 5 minutes et puis tu relis ta correction et ça se passe bien. Quand il y a vraiment très peu d'interaction ou que les étudiants ont les grands yeux fixés sur toi pendant 2 heures et qu'ils attendent que tu corriges, bah, c'est plus compliqué d'avoir un TD fluide. Et donc, naturellement, il y a beaucoup plus de stress. Je pense qu'on peut ajouter à ça un autre truc, c'est que comme moi, tu as un public d'ingénieurs en face de toi en général dans tes cours, ou alors enfin de personnes en tout cas qui font des mathématiques. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir la peur de se faire corriger par les élèves. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui arrive plus souvent peut-être quand on fait ce genre d'enseignement, parce qu'en fait, c'est des élèves qui sont vécus par exemple parfois à la prépa, classe préparatoire, donc du coup, ils sont un peu à l'affût de tout ce que tu vas faire au tableau, et donc la moindre erreur pourrait te coûter cher. Oui, ou sur les précisions, oui, des fois, on peut être un peu embêté. Mais globalement, c'est plutôt une bonne chose parce que typiquement, si tu bloques, disons, sur un TD et que tu es vraiment perdu dans ta correction, bah, ça arrive avec ce genre de public un étudiant ait la correction, en fait. Et donc, bon, bah, s'il est volontaire pour la faire au tableau, ça peut rendre aussi le TD plus interactif. Mm.
avec une explication qui est plus proche que celle que donneraient ses camarades, en fait. Bah, justement, du coup, comment tu interagis avec tes élèves, toi? Donc ça, c'est une grande question. Pour moi, donc, je pense que c'est une des principales difficultés des TD, c'est trouver le bon mode d'interaction avec les élèves. C'est pas facile. Donc, alors ce qui est bien en général quand on est en doctorat, c'est qu'on a plein de professeurs, de maîtres de conférences, de doctorants qui donnent des TD autour de nous. Donc on peut en discuter, voir leur mode opératoire et essayer de trouver celui qui nous convient. Mais sur les premiers TD, on a quand même envie de faire quelque chose d'un peu simple parce que on n'a pas envie de commencer tout de suite par un truc super compliqué où on sait qu'on va se mettre des bâtons dans les roues. Alors moi, ce que je fais pour les TD et pour les premiers TD, ce que j'ai fait, c'était quelque chose d'assez classique en fait. Donc on les laisse chercher, je sais pas, une vingtaine de minutes un exercice. Et puis bon, bah, on passe dans les rangs, on essaye d'aider ceux qui ont du mal à avancer. Et quand on voit que la classe a avancé un peu globalement dans la correction du TD, bon, bah, on peut commencer à corriger au tableau. Alors là, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui aiment envoyer des étudiants au tableau. Je trouve que pour les premiers TD, quand on n'a pas encore peut-être assez de confiance, c'est un peu difficile à faire. Heu, mais donc on peut faire par exemple une correction assez interactive ou sous forme de questions-réponses mais il y a le risque aussi, toujours que ce soit, comme tu dis, toujours les mêmes qui répondent, ceux qui en fait ont réussi, quoi. Donc ça peut être difficile, d'emmener avec soi, les gens qui sont, disons au niveau intermédiaire ou qui vraiment sont perdus dans le TD. Ceux-là, je pense qu'ils sont c'est un peu difficile à les récupérer quand on commence à donner des TD. Heu, Ils sont un peu difficiles à gérer, savoir voilà comment je peux impliquer tout le monde, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Et puis après, en fait, il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu fais passer des gens au tableau, tu perds un peu la maîtrise de ton temps, de TD, quoi. Parce que tu Oui, sais pas exactement combien de temps la personne va mettre pour, ouais. corriger. OK, très intéressant. Et donc tes cours que tu donnes là, dont on arrête pas de parler, comment tu t'organises pour les préparer? Donc la préparation, je pense que c'est la partie, donc ça prend du temps évidemment, mais quand on commence, je pense que ça reste quand même la partie la plus simple, heu, du fait de donner des TD. C'est-à-dire que la préparation, bon, bah, on est chez soi, on prépare les exercices, normalement, c'est des sujets qu'on maîtrise, donc il y a pas de souci, quoi. Ça prend un peu de temps, faut bien les écrire, essayer que ce soit bien clair, essayer de bien identifier les principales, difficultés qui peuvent poser problème aux étudiants, faire le lien avec les cours, essayer de voir si on fait des rappels si nécessaire. Donc ça prend, je sais pas, disons, peut-être, 2 heures 1 heure, 2 heures pour les premiers TD. Mais c'est pas la partie difficile. La partie difficile, c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on est en face des étudiants? Comment Comment on anime le cours? comment on anime le cours? Après, j'avais quand même, une chose à dire par rapport à la préparation. Il y a un truc que tu viens de dire que je trouve très intéressant qu'on ne pense pas assez quand on prépare les cours, c'est à quelle audience je vais donner le cours. Oui, Parce que tu vois, à Centrale, en fait, l'ordi est Centrale. En fait, dans Centrale, il y a je parle en connaissance de cause, il y a des gens qui ont fait prépa, mais il y a des gens qui ont fait licence de ouais. physique. Il y a des gens qui ont fait, d'autres parcours qu'ils ont réussi avec des passerelles à arriver à Centrale et au final, il y a quand même une bonne partie de la classe qui connaît pas pas mal de trucs qui sont censés être, Mmh. acquis dans le cours alors qu'en fait, il est donc faut toujours prendre en compte ce genre de choses, Ouais, c'est pour ça, je pense que pendant la préparation du TD, c'est quand même important de vraiment bien identifier les difficultés des exercices et en tout cas les notions qui vont potentiellement leur poser problème, celles qui sont nouvelles dans le cours, et vraiment appuyer sur ces notions-là en TD parce que c'est les notions qui posent problème, c'est souvent celles qui sont importantes, en fait, donc et donc j'allais te demander, mais c'est quoi pour toi le plus difficile dans l'exercice d'enseignement et comment tu y fais face? Bon, du coup, en fait, finalement, tu viens de me dire, c'est un peu l'animation. oui, au début, ouais, c'est vraiment, trouver le bon mode d'interaction avec les élèves. Bon, notamment, j'ai eu des cas là cette année où, une me dans certains ce qui est difficile, c'est que ça dépend vraiment du groupe sur lequel tu tombes. Tu peux avoir des groupes de TD avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de gens qui participent et donc là, ça va se passer comme sur des roulettes super bien. Mais tu peux avoir des groupes de TD où c'est le contraire, hein. Ça peut être différentes raisons. Ça peut être, soit intrinsèquement, les gens participent pas beaucoup dans ce groupe-là. Ça peut être, je sais pas, à Centrale, on va dire un lendemain de soirée, du jeudi soir, des étudiants où, les gens sont pas très bien réveillés le vendredi matin, ils ont pas trop envie d'être là, pas trop envie de participer. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, ce que j'ai eu, quelques fois cette année où les gens en fait, ont déjà la correction des TD avec eux et en fait ils cherchent pas les exercices et ils suivent sur la correction. Donc bah, là c'est compliqué donc dans ces cas-là, tu es obligé d'aller réprimander un peu parce que,
sinon le TD va pas être du tout intéressant pour personne. Et donc faut pas hésiter à réprimander un peu, mais en même temps, quand on commence à donner des TD, c'est pas forcément évident non plus, faut avoir un peu de la confiance en soi quand même, heu, pour imposer, un peu sa volonté aux étudiants. Heu, donc en général, ça se passe très bien, il y a pas de souci. Heu, mais voilà, donc il y a plein de difficultés, plein de raisons différentes, qui peuvent apparaître en TD. Et sinon, oui, je dirais quand même que bon, ça reste vraiment l'interaction avec les étudiants qui reste, la principale difficulté, pour que le TD se Oui. passe bien en tout cas. Mais comment tu résous ça, du coup, toi? Hem, c'est une bonne question. Heu, non, je dirais, bon, bah, voilà, par exemple sur les corrections, pas hésiter à vraiment passer dans les rangs, hein. S'il y a un étudiant qui a rien écrit, ça peut être pour 2 raisons. Soit il a pas envie et il est pas intéressé. Dans ce cas-là, faut pas hésiter à le réprimander. Soit il arrive pas à avancer et dans ce cas-là, bon, bah, on peut essayer de lui donner des pistes, essayer de l'aider. Globalement, moi, dans mes TD, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pas eu à faire trop d'efforts supplémentaires, on va dire. Je suis tombé sur en tout cas, des étudiants qui étaient assez réceptifs, sauf un groupe, j'ai dit où c'était vraiment, il y avait plus un problème de dynamisme. Hem, mais oui, globalement, ça faut pas avoir peur, quoi. Ça se passe quand même plutôt bien. Après, pas hésiter à parler à des maîtres de conférences ou des professeurs ou des doctorants qui enseignent depuis plus longtemps. Parce qu'en général, voilà, ils auront des ça se peut que pour un TD, ça se passe mal, mais ils auront des stratégies, ils auront déjà vu ce genre de cas, donc ils seront traités, on pourra discuter avec eux. Oui, c'est des bonnes sources de conseils. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, du coup, avec tes quelques mois là d'enseignement, tu as déjà des conseils à donner à ceux qui veulent enseigner? Alors moi, il y a un conseil qu'on m'a donné et que je trouve était pas mal, c'est mes directeurs de thèse qui m'avaient donné, c'est de bien faire attention quand on choisit ses cours. Donc quand on a la chance de choisir ses cours déjà parce que c'est pas toujours le cas, mais quand on choisit ses cours, heu, c'est bien d'avoir des cours où, on sait que le matériel est déjà préparé, que tout est prêt et qu'on va pas avoir de pression supplémentaire, par exemple à préparer des TD, que les feuilles de TD sont propres, bien prêtes. Qu'on a des bons retours d'expérience, par exemple de doctorants, de l'équipe, qui ont déjà fait ce cours-là ou de maîtres de conf, ou qu'on connaît bien le professeur qui donne le cours. C'est un vrai plus, quoi. C'est ne pas se rajouter de pression, quand on commence à donner des TD, de pression supplémentaire, il y en a pas besoin, quoi. Il y a ça quand on est déjà stressé, ça sert à rien de se rajouter du stress ou de la préparation, c'est bien d'avoir des choses assez légères, en fait, la première année quand même, pour commencer. Ouais, c'est un bon conseil. Je suis d'accord que si on peut choisir ses cours, il faut quand même choisir aussi des cours qu'on aime, hein, Oui, tout voilà, des simplement, cours hein. qu'on aime, qu'on maîtrise quand même, évidemment. Et donc là, tu enseignes, peut-être pour pouvoir faire maître de conférence plus tard aussi. Est-ce que tu sais déjà ce qu'il faut réunir comme condition pour être maître de conférence? Bon, en général, dans les laboratoires, on a quand même la chance, d'avoir pas mal de maîtres de conf, qui sont passés par là. Ou aussi, des post-doctorants qui, eux, sont vraiment encore en plein processus. Donc, en fait, on le vit quand même, dans l'année quotidiennement, les gens qui passent les concours ou qui font les dossiers, qui passent leurs qualifications. Donc, ici, en tout cas, dans le laboratoire, on a quand même la chance que ce soit bien ancré dans le quotidien de l'équipe. Donc, et puis, faut pas hésiter à en parler avec sa direction de thèse. Bon voilà, quand on est en début de thèse, c'est pas non plus, la priorité, c'est pas urgent, quoi. Mais c'est bien de au moins se tenir au courant de, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, Ah mais enfin, au niveau des conditions qu'il faut pour, tu sais un peu? donc oui, il faut passer la qualification, Même du coup, et pour passer la qualification, il faut avoir un ah, certain en nombre termes d'heures d'enseignement? d'enseignement? Alors le nombre officiel, je sais plus exactement, mais je crois qu'entre 110 et 120 heures de TD sur la thèse, il me semble qu'il y a pas trop de questions qui Bon, se posent. on va voir Hein, ça après, du voilà, coup, on mais demandera c'était au juste maître pour de savoir si tu conférence. avais une idée, quoi. Ouais. Donc oui, on nous conseille environ, voilà, de réunir, voilà, 120 heures de TD sur l'ensemble de la thèse, donc ça peut faire on peut enseigner 2 ans et faire, 60 heures par an. Heu, bon après si vous avez, si c'est des doctorants qui ont un avenant où là, ils ont une obligation d'enseignement, ça peut être différent parce qu'ils sont par exemple obligés de faire 64 heures par an. Donc là, évidemment, ils auront pas de problème, avec la qualification ou ils auront toutes les heures qu'il faut sans souci. OK, super. Bah, écoute, merci Martin pour ton témoignage. Je pense que maintenant, on va passer à Florian qui donne aussi des cours pendant sa thèse, mais lui, par contre, il est beaucoup plus avancé au niveau de l'enseignement. Alors du coup, Florian, est-ce que tu pourrais déjà commencer par présenter ton doctorat aussi? Oui, tout à fait.
Du coup, comme je vous ai dit, je suis dans le laboratoire du CERGAM, qui est donc un laboratoire de sciences de gestion qui appartient à l'université d'Aix-Marseille. Et je travaille plus particulièrement, donc je suis spécialisé en RH et mon sujet porte sur l'acquisition de ressources et de compétences par la pratique d'activités physiques. Donc l'acquisition de ressources, notamment pour faire face à l'environnement de travail et donc plus particulièrement sur cette notion de gestion du stress et de burn-out. Et pour ce qui est de l'acquisition de compétences, c'est quelles compétences on peut acquérir, lors de la pratique d'une activité physique et qu'on peut reproduire dans notre environnement, professionnel. Donc je me suis, plus particulièrement intéressé aux activités subaquatiques, à travers la plongée bouteille et l'apnée, puisqu'il y a eu de récentes, études hors, du domaine des sciences de gestion, plus particulièrement en médecine et en psycho, qui ont pu, démontrer qu'effectivement cette activité, comparativement à d'autres activités physiques, permettait de réduire, plus particulièrement, le stress, mais également d'autres, pathologies, qui sont, aujourd'hui finalement, largement, médiatisées. On en entend, beaucoup parler de la santé mentale en général et de la santé mentale au travail. Et c'est pour ça donc je me suis dirigé et puis j'avoue que j'aime bien aussi la plongée bouteille. Il faut bien qu'il y ait un intérêt plus particulier pour notre sujet de thèse. Donc voilà, grosso modo, pour ce qui est de mon sujet de thèse, bien que, il est encore bientôt en rédaction parce que, Ouais, 4e année, mais finalement une 4e année, pour ma part avec beaucoup d'enseignements. très bien. Alors, vous avez compris, si vous êtes stressé en thèse, faites de la plongée bouteille. Alors, Exactement. alors ça, c'est une petite pub pour Florian. Et donc maintenant, du coup, tu viens de dire que tu enseignes beaucoup pendant ta thèse. Déjà, pourquoi tu enseignes pendant ta thèse? Alors pourquoi j'enseigne, durant ma thèse? Tout simplement, hein, comme on l'a pu déjà le dire, ça me semble logique. Puis comme, je fais que répéter, hein, mais on va devenir des enseignants-chercheurs, donc ça me semblait assez, logique, hein, d'enseigner et puis, il y a tout simplement aussi une raison qui m'a amené à le faire très vite, c'est la raison financière puisque je ne suis pas financé, pour réaliser ma thèse. Donc finalement, dès ma première année, j'ai dû chercher à OK, comment je vais financer cette thèse? Bon, j'avais un petit peu de sous de côté, mais pas de quoi, vivre pendant ces 2 premières années. Du coup, j'ai cherché à enseigner dès ma première année. J'ai eu, l'opportunité, alors je sais pas si c'était un avantage ou un désavantage, ça se discute, de donner, des cours, magistraux dès ma première année à l'IAE-DEX, en analyse de données quantitatives. Qui s'est bien déroulé, alors beaucoup de stress, beaucoup de travail en amont, puisque finalement je donnais cours à des, master 1, qui avaient, finalement, 2-3 ans de moins que moi. J'ai même, pu, retrouver des collègues à moi, qui étaient devenus mes étudiants du coup. Donc c'était très stressant pour cette première année. J'ai donné aussi des cours dès la première année, alors pas beaucoup d'heures, mais quelques heures en école de commerce et à côté, à un autre niveau, pour les petits disons, enfin pour les petits, pour, des collégiens, j'ai donné aussi des cours particuliers et quelques lycéens. Tu vu que tu te finances un peu avec tes enseignements, ça Ouais, explique aussi pourquoi tu as autant d'heures, enfin, tu as enseigné tout autant. à fait, Oui, tout bien à sûr. fait, alors attention, hein, 1re année chargé de vacation pour ce cours magistral, qui prenait, l'ensemble, de mes heures disponibles puisque quand vous êtes chargé de vacation, vous êtes limité à, si je dis pas de bêtises, 64 heures, TD. C'est ça. Du coup, finalement, c'est pas une grosse somme, hein, c'est équivalent, je crois, un petit peu plus de 2 000 €. Donc ça vous suffit pas, hein, pour vivre, pour l'ensemble de votre année, hein, bien évidemment, d'où, ces multiples jobs. Après pendant la 2e année, j'ai continué en tant que chargé de vacation, mais, dans un autre établissement. Ici, c'était dans un IUT, donc en première et quelques cours en première année et 2e année. Où, là, ça a été, très différent parce que finalement avec les M1, ça s'est très bien passé, le cours a été assez fluide, j'avais beaucoup bossé en amont. Bon, finalement, je donnais cours sur ce que j'ai utilisé durant mon mémoire.
Donc finalement, ça allait, plus 2-3 bouquins quand même, pour avoir une approche théorique quand même plus construite et réussir à l'expliquer. Et en deuxième année, bah, c'était plus léger, c'est des cours de GRH principalement, quelques cours aussi d'insertion professionnelle, des choses assez légères, mais avec un tout autre public. euh, et qui finalement, bah, c'était pas, enfin, la construction du cours était beaucoup plus simple, mais donner cours a été parfois compliqué, dans le sens où il fallait parfois prendre un peu le rôle de flic, chose que je n'apprécie pas du tout. Et je n'ai pas eu l'habitude de prendre cette posture-là. Du coup, c'est vrai que ça s'est avéré parfois un peu, enfin, compliqué. Pas compliqué, mais disons pas agréable. Oui. Et ça a toujours, enfin, alors pour ma part, alors c'est sûrement spécifique aux sciences de gestion, mais du coup, dès la première année, j'ai donné des CM. Enfin, c'était un CM en analyse de données. En deuxième année, j'ai donné des CM et quelques TD. Mais ça a toujours été dans ce sens-là. J'ai plus donné de cours magistraux que de TD. Les TD, c'est toujours quelques heures, mais j'en ai pas eu énormément. D'accord. Et puis voilà, puis après en deuxième année, j'ai aussi donné des cours en école de commerce, pas toujours pour la même raison, hein, financière. Et puis également, bah, ça fait quelques lignes sur le CV. Attention à prendre avec des pincettes parce que certains universitaires n'apprécient pas forcément qu'on donne également des cours en école de commerce. Mais après, tout dépend des maîtres de conf, tout dépend de votre labo, tout dépend finalement de l'avis de chacun. Bah écoute, c'est intéressant parce que tu vois, nous, de mon côté, j'imaginais pas qu'on pouvait donner des cours magistraux en thèse. Bon, j'avais pas élargi mon spectre à toutes les thèses, mais maintenant, je pense que c'est une information que je suis pas le seul à apprendre. Et du coup, comment tu t'organises pour ces cours-là, donc que ce soit les CM ou les TD? Alors, bah, du coup, les premières années, bah, la première année, c'était tout simplement 3 bouquins sur la table, plus reprendre mon mémoire, plus reprendre les quelques cours que j'ai pu avoir. Et construire ce cours-là qui m'a pris pas mal de temps, hein. Ça m'a pris peut-être à peu près un mois et demi, euh, plus le peaufiner au fur et à mesure, parce que finalement, on est un peu lâché dans la jungle et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, bah, c'est tout simplement hein, comme des présentations, réalisation de PowerPoint. Moi, je réalisais un Word aussi à côté, puisque bah, j'étais très stressé. Si je suis intéressé aussi par cette notion de stress, c'est parce que je m'y retrouve là-dedans. Donc, les premiers cours, j'étais ouais, extrêmement stressé, surtout du fait que ça soit face à des Master 1, donc finalement des étudiants qui ont quelques années de moins que moi. Donc je me suis beaucoup préparé en amont, je répétais même mes cours avant de donner cours. J'essayais plus ou moins d'apprendre mes cours, enfin d'avoir bien le cours en tête, pas de l'apprendre par cœur, mais de bien l'avoir en tête. Finalement, c'était plus pour me rassurer parce que j'étais très stressé. Parce que bah, au fil du temps, dès la deuxième année, alors j'avais toujours mes notes, mais je m'en détachais totalement. Je n'apprenais plus mes cours. Parfois, je les relisais quand même un petit peu quand c'était sur des sujets sur lesquels j'étais pas très à l'aise. Parce que, alors apparemment, je viens d'apprendre qu'il y en a qui ont la possibilité de choisir leur cours. C'est extraordinaire. Je n'ai pas eu cette chance. Après, bon, ça reste toujours des cours où soit je les ai eus durant ma licence ou mon master, soit dans mes recherches, je peux m'y retrouver un petit peu, mais voilà, c'est pas forcément le cas, quoi. Et, euh, et puis là, depuis ma troisième année, quatrième année, donc je suis en contrat d'ATER, temps plein, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, 192 ou 196 heures de TD, où bah, du coup l'année dernière, ça a été vraiment la panique. Ça a été la panique, enfin, très content d'avoir ce contrat d'ATER, hein, parce que financièrement, ça me permet de souffler, de ne plus avoir de multiples jobs à côté de la thèse. Donc très content, mais finalement, j'ai reçu ce mail d'acceptation durant l'été et qui est tombé dans ma boîte mail et qui est passé à la trappe finalement. Et c'est seulement une semaine, alors je savais que j'étais accepté, mais je n'avais pas reçu quel cours je devais faire.
Euh, enfin, je pensais ne pas l'avoir reçu. Et une semaine avant le début des cours, j'envoie un mail en disant bah, ça serait bien peut-être de me prévenir. Et là, on me dit ah, non, mais monsieur, on vous avait envoyé un mail le temps. J'ai A. Et du coup, là, bah, j'apprends que j'ai diagnostic stratégique, théorie du management, méthodologie de l'enquête, enfin un certain nombre de cours. Mais du coup, pour la semaine suivante. Et là, pendant un semestre, ça a été pas la catastrophe, mais disons, pendant un semestre, j'ai pas pu avancer sur la thèse. Parce que c'était une semaine sur l'autre, je devais préparer le cours suivant. Et ça, à chaque fois, pendant 4 mois, je crois, il y a eu une fois où j'ai réussi à me libérer, j'avais réussi à m'avancer sur 2, 3 semaines. Mais voilà, donc un conseil, surtout bien préparer ses cours en amont et pas une semaine pour la semaine pour l'autre. C'est pas possible, enfin, c'est pas gérable. Enfin, du moins pour moi, ça n'a pas été gérable. Et après, le second semestre, là, j'ai pu faire les choses à l'avance et encore que parce que du coup, j'avais seulement les vacances de Noël pour me préparer. Ça allait un peu mieux au second semestre, c'était pas encore ça. Et là, cette année, du coup, j'ai eu des cours qui se sont j'ai eu les mêmes cours, sauf certains qui ont décalé. Du coup, j'ai pu reprendre les cours que j'avais préparés, je les ai améliorés. J'ai passé tout mon mois d'août finalement à améliorer mes cours, à les reprendre. On pourra en discuter. J'ai essayé de nouvelles approches du fait de ces expériences passées qui se sont trouvées plus ou moins efficaces. Enfin, j'ai été assez déçu pour certaines approches. Notamment, j'ai essayé de fournir des cours écrits en plus du cours magistral. Bah, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oui et non. Très mauvaise idée dans le sens que les étudiants qui ont du mal à accrocher ou qui sont moyennement accrochés vont avoir tendance à lâcher et à se dire de toute façon, j'ai le cours écrit. Ceux qui sont travailleurs, qui sont investis dans le cours, pour eux, c'est une aide supplémentaire. C'est parce que durant le cours magistral, ils vont pleinement vous écouter, ils vont participer, ils vont interagir avec vous et ils vont prendre quelques notes supplémentaires qui va venir s'additionner au cours écrit. Dans l'idée, moi, c'est ça que je voulais. Mais finalement, il y a une grande majorité quand même euh, qui ne le font pas. Donc, on perd pas mal d'étudiants en faisant ça. Par rapport à ça, Euh, juste, j'ai une prof de prépa, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des polycopiés comme toi, sauf qu'elle mettait des trous dedans pour en fait avoir les deux avantages en fait. Tu vois, genre si jamais tu veux te reposer sur le polycopier, tu peux pas parce qu'il y a plein de trous. Mais par contre, si tu étudies en cours et que tu remplis les trous, et c'est bon, ça va te servir. Mais tout à fait, c'est ce que j'ai fait, mais peut-être pas, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de trous, et moi je pense qu'il n'y en avait pas assez. C'était juste de temps en temps pour justement les captiver, essayer de les recaptiver, mais c'était pas fait de manière assez importante. Du coup, ils se disaient, bon, c'est pas grave, j'irai chercher sur Internet ou quoi, un truc comme ça, enfin, je suppose, hein, c'est l'hypothèse que j'aimais. Mais donc, puis après, il y a encore une différence de public entre la fac et la prépa, et aussi au fait que à la fac, que vous veniez ou que vous veniez pas, c'est pareil, hein. Même nous, pour la plupart des TD, ils ne sont pas obligatoires. Donc vraiment réussir à accrocher les étudiants, je trouve que c'est un vrai challenge. Du coup, voilà, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai aussi utilisé l'application WooClap. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, si. Alors, dans l'idée, moi, je trouve ça génial, vraiment, de pouvoir faire des QCM interactifs, des exercices interactifs. Euh, Avec mes L3, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien. Franchement, les étudiants ont bien accroché. Par contre, en L1, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont pas dedans. Ils le font à moitié. Et c'est pas fou. En L2, ça va. Ça va, mais pareil, voilà, il y a ceux qui s'intéressent au cours de manière générale sans vraiment avoir besoin de les motiver.
Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus à la traîne, où finalement, qu'il y ait un QCM, qu'il y ait des exercices à faire en interaction, bah, ça les motive pas plus que ça. Donc il y a une vraie difficulté à réussir à motiver les étudiants, de ce que je retiens, le cours écrit pour l'instant, c'est pas ça. Peut-être pour, voilà, peut-être pour les masters, à partir de la licence 3, pourquoi pas. Ouais, je Mais pense première, que ouais, plus on avance dans le temps, plus, plus les étudiants sont sérieux et je pense que tu as raison, le polycopier a plus de sens après. ouais, je pense, hein, enfin, les premières années, c'est vraiment, les 2 premières années, c'est compliqué, hein, de réussir à les garder, motivés, Ah, attends, intéressés, avant ils étaient au lycée, ils pouvaient pas partir, maintenant ils peuvent sortir tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Et parfois, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais même je les incite parce que finalement, je leur dis: «Si c'est pour ne pas écouter, vaut mieux aller prendre un café en face, ça sera plus agréable pour eux et pour moi et pour ceux qui ont envie d'écouter», hein. Donc finalement, même alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est juste que, bah, parfois, force d'entendre des gens parler, ça nous monte un petit peu, bah, c'est moi-même, je leur dis, on va faire une pause et si vous n'êtes pas intéressé par le cours, je vous invite à aller, prendre un café dehors, hein. Ah, justement, j'allais te demander la question, quel conseil tu donnerais aux doctorants et SHS qui voudraient se lancer dans l'enseignement? Est-ce que tu leur conseilles du coup de proposer aux étudiants de sortir? Beh, comme j'avais dit, pendant ma deuxième année de thèse en IUT, ça a été assez compliqué. Le public, auquel j'étais confronté, enfin, il y avait des très bons étudiants, hein, et puis il y en avait une certaine partie, moi j'avais pas l'habitude qu'en classe, à la fac, qu'il y ait des personnes qui gueulent, qui s'amusent, qui rigolent, voire, il y a eu une fois où il y a eu vraiment un conflit, disons, où j'ai dû vraiment lever le ton et disons, m'énerver tout en gardant mon sang-froid. Hem Là, oui, bah, alors le problème, c'est que si on s'écrase trop, bah, après on perd cette autorité. Il faut Tout à pas fait. hésiter. Bah, finalement, enfin, les premières années, c'est compliqué de se dire: «OK, je suis prof, j'ai une certaine autorité, j'ai une certaine place, et il faut, bah, faut la conserver, pardon, faut la conserver» et bah, parfois, c'est aussi, bah, dire à des étudiants de sortir, ne pas hésiter à hausser le ton. Faut pas non plus être un dictateur, hein, mais il y a des fois où ça mérite d'être fait et bah, ça m'est arrivé, voilà, de sortir toute une rangée, alors c'est arrivé, 1 fois, hein, ou 2 peut-être, sur 4 ans et vraiment des étudiants, que j'ai dû sortir, pareil, c'est arrivé, je crois 3-4 fois sur 4 ans. Donc ça arrive rarement, mais bah, parfois c'est nécessaire de le faire. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est un très bon conseil. En fait, on peut avoir l'envie d'être pote avec les étudiants quand on est doctorant. Et ça, c'est une très grosse erreur parce qu'après, du coup, on perd de l'autorité assez facilement. En fait, je pense qu'il faut être vraiment dans l'autorité dès le début de ces cours et mettre une distinction. Après, plus tard, si on se parle en privé, peut-être que on peut être pote, mais au départ, il faut commencer par de l'autorité, je pense. C'est hyper important et on n'en parle pas assez. Je pense qu'on en reparlera après aussi avec Christelle. Mais ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je me dis: «Vaut mieux», enfin maintenant, hein, au bout de 4 ans, je me dis: «Vaut mieux être très strict au début et au fil, des cours, être plus sympa». C'est-à-dire que les étudiants vont se dire: «Ah mais il est strict, faut bien se tenir, parce que sinon il va nous engueuler, sinon il va je sais pas quoi» et puis au fur et à mesure du temps, l'étudiant va se dire: «Ah en fait il est sympa, ah bon on va peut-être pouvoir discuter un petit peu plus avec lui» et cetera. Que si on est cool dès le début, l'étudiant va tendance, hein, bah, de manière générale, à se dire: «Ah bah, il est cool, on peut faire ce qu'on veut». Ouais, ouais, et en plus, on peut rajouter qu'en fait, en général, les gens, ils ne retiennent que la dernière chose. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es cool et tout d'un coup, t'es plus cool, ils vont te dire: «Oh là là, il faisait semblant, en fait». Alors que dans C'est l'autre ça. sens, «Ah, en fait, il est cool». Tu vois? Donc en fait, il y a franchement une petite psychologie et ça, c'est important de le capter parce qu'après, ça peut changer pas mal de choses. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Et du coup, pour finir avec toi, Florian, je voudrais te poser la question, est-ce que toi, tu veux devenir du coup, MCF? Tu as dit que quand on est en doctorat, on veut devenir MCF, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais est-ce que toi, tu veux devenir MCF et est-ce que tu as une idée de ce qu'il faut faire pour l'être dans ton domaine? Alors tout à fait, voilà, c'est très bien de le préciser, hein. Je parle pour les sciences de gestion, parce que ce n'est peut-être pas le cas pour tous les domaines.
Mais effectivement, il y a vraiment des conditions à remplir qui, enfin, mon directeur de recherche m'en a parlé, il fait un cours même là-dessus, sur la qualification, comment être qualifié. Et j'ai pu participer à des formations où il y avait d'autres doctorants, d'autres domaines. Ils me disaient: «Oui, j'ai peur de pas trouver de pas trouver de poste, de pas être qualifié», et j'écoutais leur profil et je me disais: «Bah ouais, mais c'est un peu normal, j'ai fait juste ma thèse et puis, j'ai donné quelques cours». Alors j'espère que pour eux, il y a beaucoup de place, de maître de conf, parce que faire juste une thèse, ce qu'on appelle une thèse, sèche, ça suffit pas pour être qualifié. Enfin, et surtout pour avoir, alors peut-être pour être qualifié, mais pour avoir un poste par la suite. En sachant qu'en sciences de gestion, on est un des domaines où il y a le plus de postes. Et où il y a le plus de qualifiés. Grosso modo, j'ai plus exactement les chiffres en tête, hein, mais grosso modo, il y a 400-450 demandes de qualification et il y a 200-250 personnes qui sont qualifiées. Donc en gros, 1 pour 2. Nous, on nous demande, bon, bah, bien évidemment, finir sa thèse, hein, et publier 1 à 2 articles, minimum 1 des 2 qui soit ranké, allez, un minimum rang 3, FNEJ, ce qui est donc la classification pour notre domaine, hein. D'avoir participé à des communications, à des congrès, avoir réalisé des communications donc dans des congrès, dont une, dans des congrès, soit, un congrès national, mais d'une certaine ampleur, soit, un congrès international et avoir enseigné. Après, donc ça, c'est disons le minimum requis. Mais il y a également une partie qui est peut-être pas, assez mise en avant, et nous, dans notre labo, on commence à bien le rabâcher. Enfin, je suis aussi représentant des doctorants, donc depuis, 4 ans maintenant, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'instaurer, et de vraiment mettre dans la tête des doctorants. Faire un doctorat, c'est pas juste faire une thèse, devant son ordinateur et c'est tout. C'est aussi s'impliquer dans la vie du laboratoire. Quand vous serez, enfin, pour ceux qui veulent devenir enseignants, chercheurs, c'est effectivement, enseigner, faire de la recherche, mais également, gérer des programmes, créer des congrès, faire des séminaires, et cetera, et cetera. Donc ça, il faut le faire dès qu'on est doctorant, en fait. Donc c'est s'impliquer dans le laboratoire, par exemple, en faisant des ateliers recherche, comme je peux le faire. Ça peut être, participer, d'une manière ou d'une autre, par exemple, je sais pas, sur la communication, des activités du laboratoire, je sais pas, participer, on a un profil LinkedIn, il y a un doctorant qui s'en occupe, pour notre labo. On a la lettre du Sergam qui relate toutes les activités de notre laboratoire. Donc il y a différentes choses à faire au sein d'un laboratoire, qui est aussi à inscrire sur votre CV. Et ça, pendant la qualification, c'est des choses qui sont regardées. Il y a la partie enseignement, la partie recherche et la partie intégration dans le laboratoire, participation à la vie du laboratoire. Parce que finalement, quand on veut après vous recruter en tant que maître de conf, on veut pas on veut plus le stéréotype de l'enseignant, pardon, qui vient faire ses cours, qui fait ses recherches ou non d'ailleurs de son côté, et puis basta. On veut quelqu'un qui soit un collègue sur qui on peut compter, euh, quelqu'un qui va faire avancer le laboratoire de manière générale. Donc je pense que voilà, ce sont les éléments importants. Et puis après, bah, plus vous en faites, attention donc à pas non plus mettre une surcharge de travail, mais plus vous en faites, mieux c'est, hein. Eh ben, très très bon conseil. Moi, je pense que de l'autre côté, la qualification, c'est plus simple de le dire. Par contre, pour les concours, en ce qui concerne les concours de MCF, c'est là où on va regarder en fait si tu t'es intégré dans le laboratoire, etc. Donc, c'est des très bons conseils dans tous les cas. Bah justement, voilà, en parlant des concours de MCF, on va passer, je pense, à Bérangère. Bérangère qui vient de devenir maîtresse de conférence depuis cette année. Est-ce que Bérangère, tu pourrais déjà nous présenter rapidement ton parcours et peut-être nous Euh, faire un retour sur les témoignages qu'on vient d'entendre? oui, 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 oui. Moi, j'ai fait un master professionnel que j'ai terminé en 2015 en traduction. Ensuite, je suis partie 1 an en Italie pour travailler dans un lycée. Puis, je suis rentrée en France, j'ai travaillé pendant 1 an comme traductrice. Et j'ai refait un master recherche parce que j'avais envie de poursuivre en thèse. Et pour ça, il fallait que je refasse un M2 recherche.
en travaillant pour mettre des sous de côté parce que je suis en lettres et en lettres, les financements sont très rares. Et puis bon, j'ai quand même passé le concours pour avoir un contrat doctoral et j'ai eu la chance de l'obtenir. Donc j'ai commencé mon doctorat en 2018. J'ai fait 3 ans enfin non, presque 4 ans de thèse, dont 3 ans en tant que contractuelle avec des missions d'enseignement. Puis en 4e année, j'ai obtenu un poste d'ATER que j'ai occupé pendant 2 ans. Donc jusqu'à l'année dernière, j'ai terminé ma thèse la première année d'ATER. J'ai eu une année d'ATER, donc simplement d'ATER. Et puis j'ai passé l'an dernier le concours pour un poste de MCF que j'ai obtenu. Et donc j'ai commencé il y a 3 mois en tant que MCF. Et oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'ont dit Martin et Florian. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes qui ont fait écho à des choses auxquelles je pense souvent. J'ai beaucoup aimé quand Martin a parlé de l'enseignement comme d'une une sorte d'exercice qui est cohérent avec nos missions d'enseignant-chercheur, puisqu'enseigner, c'est, entre guillemets, apprendre à vulgariser, enfin à rendre un savoir accessible à différents publics. Et moi, c'est aussi comme ça que je vois notre métier, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et autre chose, je crois que Florian a parlé Florian et Martin d'ailleurs ont tous les deux parlé du stress quand on commence à enseigner. Et c'est quelque chose aussi que j'ai bien sûr vécu. Florian a parlé de son expérience devant des masterants. Moi, c'était pareil quand j'ai commencé la Terre, j'étais devant des masterants pas beaucoup plus jeunes que moi, et puis avec un très très bon niveau, qui sortaient de prépa, avec beaucoup d'exigences aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment formateur. Enfin, je pense que c'est la seule manière vraiment d'apprendre à enseigner, quoi. C'est d'être sur le terrain et lancé dans le grand bain dès le début. Bah, c'est une belle métaphore, ouais. Et pourquoi toi tu es devenu du coup MCF? Alors moi, j'adore enseigner. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment suivi un parcours classique. Pendant le doctorat, j'ai donné mes premiers cours. C'était plutôt en licence, puis après en master. Et après, pendant la Terre, c'était uniquement en master. Et ça m'a conforté dans l'idée que c'était ce que j'aimais faire. Et donc, MCF, c'était un métier qui, pour moi, voilà, qui m'intéresse à tous les égards, hein, l'enseignement, la recherche, la diffusion de la recherche, ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'enseignement du coup? Alors, j'aime bien les étudiants. Donc, pour commencer, mes étudiants sont particulièrement, je trouve, je sais pas, mais intéressants. Alors, ce sont des étudiants qui se destinent à devenir traducteurs et moi, la traduction, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai l'impression quand j'enseigne on partage entre guillemets une passion et c'est un peu ma vision ouais, de l'enseignement. Moi, j'essaie de leur apporter des choses et puis eux m'apportent aussi beaucoup parce que voilà, ils sont en plein apprentissage et il y a beaucoup de pistes de réflexion qui naissent pendant ces cours. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît, c'est cet échange avec les étudiants. Et puis la préparation des cours, c'est quelque chose qui est difficile, hein. Florian et Martin en ont parlé, d'autant plus quand on ne choisit pas ses cours, ce qui a été mon cas. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est finalement, on apprend beaucoup de choses quand on prépare ses cours et puis on apprend beaucoup de choses sur soi aussi. Et moi, j'ai appris à faire des PowerPoint, par exemple, enfin des PowerPoint décents, je veux dire, ce qui n'était pas gagné. Et puis, ça nous obligeait aussi à nous remettre en question, à lire beaucoup. Donc, des choses qui m'intéressent. Ouais, tu fais bien de le souligner pour pas être décent parce que c'est vrai qu'on parfois avec des profs on se retrouve avec des cours un peu nuls. Et oui, Mais c'est pas et le oui, cas de et oui. Bérangère. Ouais. Bon, ils sont pas très très beaux non plus, mais au moins j'essaie de les rendre cohérents. Mais c'est vrai qu'en lettres, on est peut-être moins. Bon, c'est un cliché, hein. Mais moi, je suis en tout cas pas très habile, hein, du point de vue informatique. Mais voilà, ça m'oblige à essayer de me perfectionner, à suivre des formations pour certains outils informatiques. Et par rapport au choix des cours, en fait, juste, c'est vrai que nous, avec Martin, on a eu le choix enfin, on a plutôt choisi nos cours. Et en fait, comment ça s'est passé? Moi, c'est parce que je savais qu'en fait, dans mon école qui était Centrale Lille avant, j'avais suivi un cours de maths et je savais que dans ce cours de maths, il y avait des doctorants qui passaient et nous donnaient des TD. Et du coup, spontanément, je suis parti envoyer un mail au prof pour avoir ce cours. Et je pense que Oui, voilà, c'est qu'en général, en fait, s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui en fait ont fait une école d'ingénieur et qu'ensuite ils ont enchaîné sur une thèse dans la même école, s'ils connaissent des cours, c'est toujours une bonne idée s'ils avaient aimé des cours d'essayer de voir s'ils peuvent donner ces cours-là qu'ils avaient suivis à l'époque, quoi. oui, oui, tout à fait.
Quand j'étais doctorante contractuelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'était, cette liberté dans le choix des cours et j'ai fait comme toi, c'est-à-dire qu'il y avait des cours que j'avais suivis, des années auparavant, qui m'avaient beaucoup plu ou qui m'avaient pas trop plu et pour lesquels j'avais des idées, peut-être pour les rendre peut-être plus, voilà, je sais pas, plus intéressants à mon sens et donc là, comme toi, j'ai contacté directement les responsables des départements et souvent j'ai obtenu ces charges de cours. En revanche, pour la terre, c'était un petit peu différent. La terre, c'était un pack avec voilà, un certain nombre d'heures allouées à certains cours et c'était pas vraiment négociable. Et donc là, je me suis retrouvée avec des cours qui m'intéressaient beaucoup et d'autres plus compliqués parce que c'était des cours dont je ne suis pas spécialiste et puis qui m'intéressent moins. Et ces cours-là m'ont demandé un temps de préparation monumental et puis une énergie et puis pour des résultats voilà, qui me satisfaisaient pas réellement. Alors juste, depuis tout à l'heure, on parle de ATER, mais en fait, on l'a jamais précisé, je pense. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Donc, c'est un contrat qui est proposé aux étudiants en fin de doctorat ou aux néo-docteurs. L'objectif, c'est d'être, enfin, en théorie, hein, d'être une transition entre ce passage donc, du doctorat et puis l'obtention d'un poste d'enseignant-chercheur. Donc, c'est un contrat qui est censé nous permettre de nous former vraiment à l'enseignement et à la recherche en attendant d'obtenir un poste titulaire. Voilà, et comme tu dis, effectivement, en ATER, on n'a pas trop le choix des cours, hein. C'est juste une grosse charge de travail qui arrive d'un coup. Et oui, oui, c'est ça. Bah, ça dépend, j'imagine. J'ai connu des ATER qui avaient un petit peu plus de marge de manœuvre pour le choix des cours, mais dans mon cas, voilà, le service était établi et j'avais pas du tout à discuter là-dessus. Ok. Alors, on a aussi parlé avec Martin et Florian de qualification. Alors, est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous éclairer un peu plus sur ce que c'est que la qualification et comment on fait pour l'obtenir? Alors, peut-être que tu sais pas pour tout parce qu'il y en a plusieurs, mais je veux dire au moins pour ta section, comment ça s'est passé? Oui, alors la qualification, donc je crois que Florian l'a bien expliqué, ou toi, je sais plus, ou Martin. En tout cas, c'est l'étape indispensable pour ensuite avoir le droit de postuler au poste MCF. C'est une fois par an. Les calendriers sont très stricts. Il me semble que c'est en décembre ou janvier en fonction de la date de soutenance. Et donc, on doit envoyer un dossier plus ou moins énorme, hein, ça dépend des sections et c'est assez inégal parce que moi j'ai postulé pour 2 sections et c'était pas les mêmes, c'était pas du tout les mêmes critères. Donc c'est un dossier dans lequel doit figurer toutes nos expériences, bah, justement en enseignement, en recherche, mais aussi en animation de la vie de l'université, en diffusion de la recherche. Et donc il y a 2 rapporteurs qui vont étudier les dossiers et puis décider si on est ou non qualifié. Les résultats tombent, je crois, en février. Donc c'est un petit peu stressant parce que c'est à peu près au même moment de l'ouverture des postes LCF. Et donc une fois qu'on est qualifié, on peut postuler. Si on n'est pas qualifié, je crois que on peut recommencer l'année suivante. Il me semble on a 3, il me semble, hein, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut essayer 3 fois ou pas. Peut-être que c'est, je sais pas. Bon, je vais pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, la qualification, une fois qu'on l'obtient, elle est valable 4 ans. Donc pendant 4 ans, on peut postuler à des postes MCF sans devoir la redemander. Ok. Et alors, du coup, c'est une excellente transition. Là, une fois qu'on a la qualification, on va faire la concours de MCF. Est-ce que tu peux, toi, témoigner sur ta phase de concours? Oui, ça a été un enfer, un cauchemar, un effroi, une épouvante. Ça a été abominable. Non, ça a été un moment de stress intense. Mais bon, comme pour tous mes collègues hein, qui ont passé ces épreuves, enfin, cette épreuve, parce qu'en l'occurrence, j'ai postulé, j'ai eu un seul concours, une seule audition. C'est un moment très stressant parce que c'est beaucoup de travail. On doit préparer une audition qui, bon, dans l'absolu, c'est pas bien méchant hein, par rapport à une soutenance de thèse, c'est pas grand-chose, c'est une demi-heure ou 40 minutes. Mais c'est un moment où on doit vraiment réfléchir à ce qui est attendu de nous en tant que futurs collègues. Comme disait Florian, les membres du comité de sélection sont à la recherche d'un collègue. Donc, outre tout ce qu'il faut préparer sur la matière hein, qu'on va enseigner, il faut aussi penser à tous ces aspects-là. Comment convaincre un jury, qui est souvent un jury composé de, je sais pas, 12, 15, 20 personnes. Euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est un moment de préparation. Moi, je l'ai assez mal vécu parce que il y a très très peu de postes hein, dans mon domaine, extrêmement peu malheureusement, et on était nombreux à
à postuler et il y avait une vraie tension qui est complètement normale, hein. Moi, j'essayais de plus aller à la maison de la recherche parce que dès que je croisais quelqu'un, on parlait de ça. Tout le monde essayait d'un petit peu d'avoir des informations sur les candidatures des uns et des autres. Donc, c'est un moment difficile, je trouve. Attends, du coup, toi, t'as passé qu'un seul concours, c'est ça? Ouais. Oui, parce que dans mon domaine, il y avait 3 postes qui étaient à peu près dans mes cordes. Enfin, à vrai dire, 2. Et donc j'ai tenté ces 2-là et puis j'ai été auditionnée sur un seul de ces 2 postes. Ok, donc t'as raté le Tour de France du MCF. Exactement, j'ai raté le Tour de France et ça, je suis contente de l'avoir raté parce que à la fin de, cette seule audition que j'ai passée, moi je suis même tombée malade après, je pense que le stress est retombé et enfin j'admire énormément, certains de mes collègues qui ont effectivement, comme tu dis, fait un Tour de France, mais physique, hein, prendre le train, l'avion, d'une fac à l'autre, et puis préparer à chaque fois un nouveau discours, l'apprendre par cœur, se préparer à répondre à des questions. Enfin, c'est quelque chose, vraiment de très, très difficile et bon, j'aurais essayé de le faire si j'avais dû, mais c'est vrai qu'en ce sens, je suis pas mécontente d'y avoir coupé. Ouais, bah, c'est une bonne chose, je suis d'accord, hein. Oui, ouais, ouais. Mais alors, du coup, toi qui as passé le concours, il n'y en avait qu'un seul, tu l'as réussi. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent passer ce concours aussi et se démarquer? Oui, alors je pense que ça a été dit aussi, tout à l'heure. Le concours, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qu'on doit commencer, dès le doctorat. C'est-à-dire que on le sait, hein, je veux dire, il y a une pénurie de postes et c'est quelque chose de vraiment, très décourageant et contre laquelle il faut lutter, hein. Donc il faut, se démarquer, tout au long de nos années en tant que enfin dans la maison quoi, à l'université. Donc il faut essayer d'organiser des choses, ça peut être très difficile parce qu'une thèse, on le sait, hein, c'est quand même un travail colossal. Mais voilà, essayer de s'investir, d'organiser des journées d'études, essayer de publier des articles. Pareil, hein, c'est quelque chose de long et de compliqué, mais il faut absolument essayer. Aussi de tisser des liens avec, les collègues. Alors il ne s'agit pas du tout de piston, mais simplement de comprendre comment ça fonctionne et puis, de comprendre comment on peut travailler ensemble aussi. Donc la préparation à ce concours, pour moi, elle commence dès le doctorat. Et puis, une fois, de manière un peu plus concrète, pour préparer le concours, alors ça dépend, il n'y a pas une seule méthode, mais moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi les conseils d'une collègue en poste depuis longtemps. Je me suis vraiment renseignée sur chacun des membres du jury pour comprendre un petit peu leur domaine de compétences et pour, à partir de là, élaborer mon discours pour l'audition pour que ça soit parlant, dans la mesure du possible, un petit peu pour tout le monde. Et ensuite, j'ai écrit un discours, j'ai retravaillé, je l'ai appris par cœur, je l'ai répété, nuit et jour, jour et nuit pendant 2 semaines. Et ensuite, on essayer d'anticiper les questions qui peuvent être posées justement en fonction des profils des enseignants-chercheurs, qui sont présents à la commission. Moi, j'ai même entendu carrément qu'il faut aller peut-être essayer de parler avec les gens de l'audience, enfin, pas Alors forcément de ça, l'audience, mais oui, c'est un conseil à prendre avec parcimonie, je pense. Moi, j'ai évité vraiment d'entrer en contact avec les membres du comité de sélection parce qu'encore une fois, il y a une telle tension autour de ces postes que ça peut aussi être mal perçu de... ouais. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris contact avec personne avant. Euh, et je pense qu'il faut le faire avec, ouais, avec précaution. Je sais Oui, pas. d'accord. Pour éviter les conflits Je suis un peu d'intérêts, quoi. réservée là-dessus. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et Ok. encore une fois, l'idée, dans la mesure du possible, c'est quand même si on s'investit beaucoup pendant la thèse et puis les années suivantes, on connaît même de nom, hein, à peu près les personnes qui seront dans le comité de sélection, puisque ce sont des personnes qui travaillent à peu près dans le même domaine. Donc, par contre, si on connaît personne et qu'on débarque 2 jours avant le concours en envoyant son CV, là ça, ça peut coincer, évidemment. Effectivement, faut pas non plus être transparent, faut pas être un fantôme. Eh oui. Alors, du coup, maintenant que c'est ok, le concours est passé, c'était un calvaire, mais au final, tu as réussi. Oui, Tu es maîtresse de conférence. Comment se passent tes premiers mois en tant que maîtresse de conférence? oui. Alors, ben, après un été un peu d'euphorie et de joie, je découvre enfin le vrai métier. J'étais à terre, hein, dans la même université, mais là, je découvre beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, comme
le fameux travail administratif dont on m'a tant parlé et qui effectivement est très chronophage et très prenant. Ça se passe très bien parce que je suis très heureuse, le boulot me plaît énormément, tout ce que je fais me plaît. Par contre, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit si violent peut-être en termes de charge de travail, d'un coup, bah, encore une fois, comme on est, en situation de pénurie de postes, on peut dire qu'on est un peu en sous-effectif et donc bah, je j'ai pas, été préservée comme on pourrait le croire parce que je suis la petite nouvelle, hein, ça a commencé très, très fort avec, beaucoup de travail, beaucoup d'encadrement d'étudiants, beaucoup de charges administratives donc tout se passe bien, je suis contente, un petit peu fatiguée, mais voilà, ça correspond quand même à ce que j'attendais, hein. Encore une fois, le travail, je le trouve vraiment intéressant et je suis contente, d'y être. Et puis une autre chose qui change par rapport à quand j'étais à terre, c'est que là, quand je passe 8 heures à préparer un cours d'une heure, je me dis que c'est pas c'est un cours, enfin, c'est du travail qui est fait pour les années suivantes. Donc c'est réconfortant alors que c'était quelque chose que j'avais un petit peu plus de mal à vivre les années précédentes, quand je préparais un cours, 20 heures pour une heure de cours sans savoir si ça allait me resservir un jour. Alors, ça, c'est vrai, et ça me donne envie d'aborder un autre point. Tous les cours qu'on donne là en thèse ou en ATER ou là en MCF, en fait, je trouve ça bizarre qu'il n'y a jamais de. Enfin, souvent, il n'y a pas beaucoup de transfert de cours, entre guillemets, dans le sens où Mmh. il y a peut-être des personnes qui ont fait le même cours que nous, mais Ah oui, personne nous met au courant et nous donne ces cours pour nous oui, aider, tu vois, c'est à avoir quelque vrai. chose de prêt. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, quand j'ai commencé la Terre, une collègue m'a envoyé son PowerPoint. C'était que le PowerPoint qui était assez maigre, mais malgré tout, ça m'a donné une direction à suivre parce que pour le coup, je j'avais aucune idée de ce qui était attendu de moi pour ce cours-là. Mais c'est vrai que sinon, je trouve ça aussi dommage parce que c'est... Bon, évidemment, il ne s'agit pas de copier les cours, mais voilà, juste avoir une ligne à suivre, ça pourrait être un gain de temps. Et aussi, quand on débute, on n'a pas forcément confiance en ses capacités didactiques. Et savoir ce que faisaient des collègues auparavant, ne serait-ce Ah que oui. pour s'éloigner hein, de leur manière de faire, mais en tout cas avoir un point de comparaison, ce serait vraiment utile. Et c'est vrai que moi, Oui. j'en ai pas eu En et fait, c'est dur de partir de rien, ouais. ce que je trouve bête en fait dans cette histoire, c'est que tout le monde prépare, du coup, enfin, fait une super préparation sur plusieurs heures du même cours, et en fait, il n'y a aucun Oui. échange et il n'est pas tout à fait amélioré, alors que ça se trouve, chacun avait une idée intéressante à piocher, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je sais que j'ai des collègues qui enseignent la traduction, la même langue, donc de l'anglais vers le français, et qui elles travaillent ensemble. Et c'est bien ça, parce que je pense qu'elles se nourrissent, enfin, leur cours se nourrit, le cours de l'une se nourrit du cours de l'autre. Moi, je suis un petit peu plus isolée dans certains de mes cours, mais effectivement, ce serait vraiment avantageux et satisfaisant et utile hein, qu'on puisse échanger autour de ces cours qui nous prennent des heures et des heures. Et... Ouais, Ouais, surtout quand vous donnez des cours magistraux. ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Et du coup, est-ce que toi, là, tu es déjà bien intégré dans ton établissement? Enfin, tu étais déjà là avant, hein, quelque part. Oui, 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 oui. Oui, je connaissais la plupart, pas toutes, mais on n'est que des femmes. C'est pour ça que je dis toutes. Mais je connaissais la plupart de mes collègues, au moins de vue. Et oui, j'ai été bien intégrée. Bah, encore une fois, tout de suite, ça c'est quelque chose qui a à la fois un inconvénient et un avantage, hein. J'ai pas été traitée comme la nouvelle qu'on doit préserver parce qu'elle découvre. Donc tout de suite, j'ai participé à toutes les réunions. Je me suis confiée à peu près les mêmes tâches que les autres. Et donc en ce sens, je sens vraiment que je fais partie de l'équipe. Hmm. Et est-ce que du coup, tu suis des formations pour t'aider à devenir maître de conférence, maîtresse de Oui, conférence? oui, oui, on a, ça c'est très bien, on a 32 heures de formation à suivre qui correspondent à une décharge de 32 heures sur notre service d'enseignement. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que on propose pas ça aux doctorants qui enseignent, ou aux doctorants, ou notamment aux ATER, parce que ces formations, elles sont quand même, elles sont utiles. Alors moi, j'avoue hein, que j'étais un peu sceptique au début. Je me demandais, ça fait 5 ans que j'enseigne à l'université, est-ce que c'est pas un peu tard? Et en fait, j'apprends beaucoup de choses. Certaines de ces formations sont pas toutes, hein, mais certaines sont vraiment, vraiment très bien. Et, euh, et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer les autres nouveaux MCF et d'échanger pour le coup sur nos éventuelles difficultés lorsqu'on enseigne. Alors, ça doit Donc là, dépendre, j'en ai suivi une trentaine d'heures pour l'instant et ça m'a été utile. ça doit dépendre des écoles doctorales, parce que nous, dans notre école doctorale, on a déjà des cours pour enseigner, et même parfois, c'est obligatoire de Ah suivre oui, ces cours pour pouvoir d'accord. enseigner. Ah bah, je trouve pas que ça soit mal, enfin, je sais pas, mais
Bon, après, c'est un peu de ma faute parce que j'ai appris que les doctorants ont tout à fait accès à ces formations. Je ne savais pas parce que je ne m'étais pas bien informée. La chose que je trouve bien, c'est cette décharge correspondante parce que ça prend du temps malgré tout. Surtout que pour certains cours, on doit préparer des choses en amont. Et ça, je pense que ce serait bien que que les ATER, par exemple, aient des heures de formation auxquelles correspondent des décharges sur les heures d'enseignement. Ah oui, oui, c'est vrai que ça pourrait se faire. Mm. Et Parce que c'est difficile si on doit combiner la thèse plus le temps plein d'ATER plus les formations. Je pense que c'est oui, vraiment ça commence à compliqué. faire beaucoup là. Oui. Et toi, tes cours, tu les construis comment du coup? Alors, bon, c'est des cours que je donne depuis maintenant, c'est la 3e année que je donne certains de ces cours. Donc, j'ai des cours de traduction et des cours de compétences langagières. Alors, les cours de traduction, je choisis des textes. J'essaye de changer les textes régulièrement. Et puis, en fait, je lis beaucoup de textes j'essaie d'imaginer en quoi il pourrait être intéressant pour les étudiants. Et puis, en fonction des difficultés que je vois émerger pendant les cours, eh ben, je change ce corpus de texte. Et pour les cours de français, alors c'est un petit peu compliqué cette année parce que on en parlait tout à l'heure en privé avec l'intelligence artificielle, le métier auquel on forme les étudiants, donc le métier de traducteur et d'interprète, eh bien, il est un petit peu en train de changer. Et donc, pour ces cours de compétences, j'essaie de les faire travailler sur des compétences qui peuvent faire d'eux une sorte de plus-value, évidemment, par rapport à la machine. Donc, tout ce qui est voilà, la communication, on travaille beaucoup sur l'idiomaticité, l'adaptation de la langue en fonction des besoins. Donc, je garde un pied dans la pratique professionnelle de la traduction pour voir un petit peu les exigences nouvelles. Et c'est à partir de là que je façonne mes cours. Ah, ça, c'est une très très belle chose. Je suis pas sûr que tout le monde fasse ça. Toi, tu formes, je suis pas traducteur, traducteur du futur. Ah oui, voilà, bah, j'essaye, j'essaye, mais je sais pas ce que sera le traducteur du futur, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on verra, c'est aussi une période intéressante. Mhm. Et donc, dans ton quotidien, enfin, ton quotidien de maîtresse de conférence, est-ce que tu pourrais juste nous le décrire rapidement? C'est quoi ton quotidien? Oui, alors bah, c'est comme un poste d'ATER pour ce qui est du nombre d'heures d'enseignement et de recherche. Bon, peut-être un petit peu plus de recherche parce que je suis impliquée dans plus de projets. J'ai mis mes cours sur 3 jours. Quand j'étais à terre, je les avais tous placés sur un jour pour avoir du temps pour ma thèse et c'était vraiment l'horreur. Donc là, c'est un peu plus tranquille. 3 demi-journées de cours. Il y a une journée entière que je dédie vraiment à la préparation des cours. Et puis les 3 autres demi-journées, je révise. Et puis sinon, il y a une journée où je prépare j'ai un article à écrire, par exemple, ou là, on prépare un événement autour de la littérature étrangère avec des collègues. Voilà, donc c'est ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'aucune semaine ne se ressemble. Il y a des semaines plus ou moins chargées, il y a des semaines plus ou moins tranquilles. Il y a des réunions par-ci, par-là, en ligne, en présentiel. En tout cas, ce qui ne change pas, ce sont les cours. Voilà, ces 3 jours qui sont dédiés aux cours. Et le reste du temps, c'est un petit peu, ça dépend des projets, des nouveaux projets qui sortent. Ouais, donc en fait, c'est quand même, c'est pas juste des cours, quoi. C'est bien, en fait, Non, c'est bien ce non, non, témoignage non. parce que du coup, on se rend compte vraiment que ce n'est pas que des cours. Oh non. Non, non, mais c'est vrai que c'est un peu d'illusion qu'on peut avoir. Et là, je me rends compte enfin, je m'en étais déjà rendu compte les années précédentes, mais c'est vraiment, l'enseignement, c'est une des composantes de ce métier. Et il y a une autre composante à laquelle je ne m'attendais pas forcément, mais qui ne me déplaît pas, c'est ces échanges avec les autres départements, les autres collègues. Moi, c'est un truc qui me plaît parce que préparer les cours, c'est assez solitaire, en tout cas dans mon domaine. Donc, il y a quand même tout un temps de travail collectif pour penser, préparer des projets, diffuser ces projets. Puis un travail aussi un peu plus solitaire de voilà, rédaction d'articles, rédaction de chapitres, des choses comme ça. Ok. Bon, alors, on a l'impression que tout va bien dans ton monde de maîtresse de conférence. Oui, alors mes collègues me disent toutes, on en reparle dans 2 ans quand tu seras au burn-out, que tu pourras plus dormir parce que tu seras trop stressé. Bon, elles le disent gentiment Eh ben, dis donc. et en plaisantant. Moi que t'es bien intégré, N'empêche. quoi. Non, non, mais c'est sur le ton de la blague, mais je pense que là, j'ai l'enthousiasme du début qui joue beaucoup parce que c'est pas un métier facile. Moi, j'ai des amis, quand je leur dis que j'ai que 192 heures de cours par an, qui sont pas du tout dans ce milieu et qui sont indignés. Et puis alors après, quand je leur explique tout ce qu'on fait à côté, là, ils comprennent mieux.
Et du coup, qu'est-ce qui est enfin, dans tes débuts là encore, c'est quoi qui a été le plus dur pour toi et comment tu fais face? Le plus difficile pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore résolu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Je pense que j'apprends rien à personne en disant que l'université, c'est un monde, assez politique, hein, comme beaucoup de milieux d'ailleurs, mais il y a beaucoup de petits conflits internes, de choses, auxquelles j'entends pas encore grand-chose et j'ai pas forcément envie de tout comprendre maintenant. Donc ce qui est difficile, c'est ça, c'est parfois on va organiser un événement et puis se rendre compte qu'on a commis une boulette parce qu'on n'a pas invité telle ou telle personne qui n'a rien à voir avec l'événement, mais d'un point de vue politique, il aurait fallu la solliciter. Enfin, c'est des petites choses comme ça, et ça, je suis bien entourée parce que j'ai des amis collègues, qui sont en poste depuis longtemps et qui me disent, «Prends ton temps, tu finiras par tout comprendre, c'est Dans deux normal, ans. ne le vis pas personnellement, voilà, dans 2 ans». Voilà, donc pour moi, c'est ça le plus difficile, c'est, cette part encore d'inconnu et de choses un petit peu obscures, que je sens que j'ai encore à découvrir. Ah oui, moi, ça va pas trop un peu excitant, je sais pas. Bon. C'est vrai que Oui, ça je sais dépend, pas. Je sais pas en vrai. Je ça sais pas. dépend, il y a Ouais. des oui, oui. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être qu'on peut conclure avec un conseil que tu peux donner à tous les maîtres de conférences, maîtres ou maîtresses de conférences qui débutent comme toi. Oui, alors un conseil que je peux donner, c'est d'essayer, c'est pas toujours facile de de rencontrer, les autres, jeunes MCF parce que c'est même si c'est un moment très grisant et généralement on est très heureux parce que c'est un poste, qu'on a eu du mal à obtenir, c'est aussi, c'est quand même pas si simple que ça et moi ce qui m'aide, c'est d'échanger avec d'autres MCF, qui partagent les mêmes, doutes, les mêmes questions que moi. Donc c'est ça et puis aussi de suivre ces formations, alors pas toutes, hein, de choisir les formations qui peuvent nous servir et voilà, en tout cas, de pas arriver en ayant l'impression de tout savoir parce que ça fait des années qu'on enseigne, mais de rester ouvert, à l'apprentissage de nouvelles choses. Ouais, je pense que c'est une très belle compétence de savoir rester ouvert. Alors, Oui, merci beaucoup pour ce témoignage, Bérangère. Je pense que maintenant, on merci peut à toi. passer à Christelle. Alors, Christelle, donc toi, ça fait des années que tu enseignes en tant que Ouais, maîtresse de conférence. Est-ce que du coup, tu pourrais commencer rapidement par te présenter? Ouais, oui. Alors, bah, si je parle un peu moi de mon parcours, du coup, j'ai fait une thèse, CIFRE en entreprise et je n'avais absolument pas prévu de faire de l'enseignement, en fait. Et finalement, pendant la thèse, j'ai eu l'occasion de faire des vacations en école d'ingénieur et bah, j'ai découvert que l'enseignement me plaisait beaucoup. Voilà, donc ça a un petit peu changé mes orientations. Donc après la thèse, j'ai rejoint l'université de Rennes en tant qu'ATER, hein, voilà, comme Bérangère, comme Florian. Et voilà, donc là, j'ai découvert le métier d'enseignant-chercheur. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et après, j'ai obtenu un poste donc d'enseignante-chercheuse à l'IMT Nord-Europe, dans les années 2000. Ouais, Très bien. effectivement. Voilà et puis après, j'ai changé aussi un peu de domaine, en fait. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé, en enseignement et recherche en télécommunications. Puis j'ai changé de laboratoire. Je suis allée dans une équipe, qui avait des thématiques un peu plus en adéquation avec les miennes. Donc là, voilà, j'ai changé de sujet de recherche et j'ai changé aussi de domaine d'enseignement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la science des données et l'intelligence artificielle. Ok, super, Voilà. super expérience. Là, je pense qu'on va apprendre Heu, beaucoup de choses. voilà. Et du coup, est-ce que déjà tu voudrais réagir sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Bah, j'ai trouvé que les remarques étaient voilà, étaient très intéressantes. On voit pas, mais j'ai fait souvent oui de la tête. J'étais tout à fait d'accord. Donc en fait, il y a eu plein de choses qui ont été dites et voilà, je pense que c'est intéressant. Alors je suis comme ça, j'ai du mal à en reprendre, 1 ou 2. Enfin, je pense qu'elles sont toutes, valables. Donc tous les conseils aussi, je pense, qui ont été donnés, même par Martin qui vient juste de débuter. Je trouve que voilà, il a, déjà un recul et voilà, il a déjà vu des choses en fait, intéressantes, je trouve. Bah, peut-être on va en parler plus tard. Mais du coup, est-ce que toi, déjà, par rapport au concours de maître de conférence, tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient le passer? Alors après, je pense que les habitudes dépendent, enfin voilà, les habitudes dépendent un petit peu des sections, des disciplines. Je sais qu'en sciences, comme l'a dit bien, enfin tout à fait, justement Bérangère en fait, c'est vrai que ça se prépare assez tôt. Alors peut-être pas la première année de thèse, je dirais, mais voilà, enfin déjà la deuxième année, la troisième année surtout. Ça peut être important de déjà contacter les enseignants-chercheurs avec qui vous aimeriez travailler.
en fait, dans le futur, les équipes que vous aimeriez intégrer. Même si, il y a pas de poste dans les équipes pour, enfin voilà, dans l'année à venir. En tout cas, ça permet de voilà, de se faire un réseau, de développer un réseau, de se faire connaître aussi auprès des équipes et puis, voilà, donc après voilà, ça peut prendre un peu de temps, hein, effectivement d'avoir un poste et par contre après quand les postes sont publiés, s'il y a un poste qui vous intéresse, il faut absolument contacter, les référents pédagogiques, les référents de recherche. Il faut vraiment, entrer en contact avec l'équipe, proposer une rencontre, proposer une présentation des travaux de recherche ou dans le cadre d'un séminaire. Voilà, c'est vraiment important de montrer sa motivation et de se renseigner, en même temps, en fait. C'est aussi une façon de se renseigner sur le poste, de savoir quels sont les attendus et comme le dirait Bérangère, à chaque fois, en fait, quand on va participer au concours de maître de conférence, il va falloir, faire l'effort de montrer que, effectivement, nos compétences sont bien en adéquation avec ce qui est recherché, quoi, en enseignement et en recherche. OK, donc en fait, effectivement, je pense qu'on revient sur le conseil de se faire connaître, Oui, au je préalable, en pense que fait, c'est pas être un important. fantôme. Oui. Oui, oui, ce que disait Bérangère, effectivement, si on apparaît comme ça, juste avant, le concours, ça Envoie un ça mail fonctionne pas, en fait. la veille à Voilà. Non, 23h59. ça marche pas, en fait, c'est clair. Non, c'est vrai. Et tu des petits tips ou pas pour réussir, le concours, il y a des choses à faire pendant son doctorat? Essayer d'en faire le plus, c'est aussi ce qui a été donné comme conseil, hein. Les conseils qui ont été donnés sont très bons. Voilà, essayer voilà, je pense que la recherche, c'est quand même enfin, voilà, c'est le cœur de la thèse quand même et il faut essayer d'avoir, l'idée, c'est d'avoir un bon dossier de candidature. Donc effectivement, avoir développé des activités de recherche qui sont intéressantes, d'avoir, publié, en fait. Donc après, ça dépend le nombre de publications va dépendre un petit peu de la section, en fait, hein, voilà. D'avoir fait un minimum d'enseignement aussi, donc en gros une centaine d'heures. Après ça va dépendre un peu aussi des sections. Voilà et puis de s'être investi aussi dans la vie du laboratoire, de l'équipe, donc ça c'est aussi des choses qui comptent. Il faut montrer que, en intégrant une équipe, on va, apporter, un certain nombre de choses, voilà et on va être dynamique et voilà et ça se montre par ce qu'on a fait avant en fait, finalement. OK. Alors maintenant, si on revient du coup au métier, maître de conférence, est-ce que tu as des conseils à donner pour toutes les personnes, qui veulent devenir maître de conférence ou qui sont maîtres de conférence peut-être, concernant leur organisation au quotidien? Alors, ça, c'est peut-être, le domaine dans lequel je suis la moins bonne, moi personnellement. Alors c'est pas évident. L'organisation quotidienne, je trouve qu'elle est compliquée. En théorie, en fait, un enseignant-chercheur, il est censé, en fait, consacrer un tiers de son temps à l'enseignement, on va dire, un tiers à la recherche, un tiers, voilà, à l'administration, enfin, aux tâches administratives. Bon, alors, on va pas diviser le temps d'une journée en 3 en fait, hein, c'est pas possible. Donc après, voilà, il faut enfin, je pense que l'objectif, c'est quand même de hiérarchiser les tâches en fonction des deadlines. C'est vrai que si on doit, soumettre un papier à une revue, ou à une conférence, eh bien, ça va passer avant, donc on va consacrer plus de temps à la recherche. Pareil, si on veut monter un projet, il faut y consacrer du temps et quand on va créer un nouveau cours, ben, là, ce sera un moment où on va consacrer un peu plus de temps à l'enseignement. Alors après, par rapport à Bérangère, par exemple, je sais qu'à l'université, les plannings d'enseignement sont assez réguliers, c'est-à-dire on a des demi-journées dans la semaine qui sont réservées à l'enseignement. Moi, à l'IMT, ça fonctionne pas comme ça, en fait, c'est vraiment par période. Donc il y a des périodes où on peut avoir cours, presque toute la semaine et puis d'autres périodes où on n'a pas cours du tout. Donc c'est vrai que voilà, il y a ça aussi qui joue, en fait, dans l'organisation. Un peu comme un territoire du spectacle, mais en Voilà. fait, Oui, dans un petit peu, l'enseignement. ouais, on peut voir ça comme ça. Voilà, donc c'est vrai. Mais il faut quand même enfin, l'idée, c'est quand même d'essayer de se réserver des plages de temps, pour chacune des missions au cours d'une semaine, quoi. En fait, voilà, Oui, pour, pas se retrouver trop en retard quand même sur un point sur un des particulier, points, ouais. ouais, bien sûr. Et au niveau de l'interaction avec les étudiants, comment toi tu gères du coup tes cours? Parce que du coup, est-ce que tu confirmes déjà que la difficulté qu'a rencontré Martin, Florian, même Bérangère sur les groupes de TD qui étaient peut-être ou les groupes de cours qui étaient peut-être pas très investis? Comment tu fais pour résoudre ce genre de Ah oui, choses? c'est vrai, non, c'est clair, en fait, souvent, en fait, on se parle entre enseignants-chercheurs et on se dit: «Ah ouais, ce groupe-là, ouais, voilà, il est pas très bien» ou «Celui-là, il est super» parce qu'ils interagissent beaucoup.
Après, c'est pas évident, hein, en fait, voilà, quand on a un groupe qui interagit pas beaucoup, à part poser des questions. Enfin, je pense que voilà, ce que vous avez proposé comme solution était pas mal, en fait, hein. Hem, Poser des questions, essayer de les obliger. Alors c'est vrai que moi, quand je vois un groupe qui vraiment travaille pas, qui est super attentiste, avec lesquels j'interagis pas beaucoup, ce que je fais, c'est que je vais au tableau et je prends en main la correction plutôt que de les laisser, chercher. Enfin voilà, si je me suis un peu fâchée 2-3 fois et qu'il se passe toujours rien, je prends la correction en main et par contre, voilà, je pose des questions et en général ça marche. Dire, je commence, j'écris et puis je vais égal et puis je demande, enfin, nous on fait des sciences donc s'il y a des équations, et puis voilà, je leur demande, bah, voilà: «Qu'est-ce que vous proposez d'écrire là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on peut simplifier dans l'expression? Qu'est-ce qu'on peut, voilà, quel théorème on pourrait utiliser ou quelle propriété, à quoi vous pensez? Qu'est-ce» enfin, voilà, pour essayer Et booster un peu. de les booster. Ouais, voilà. Ouais, moi En général, aussi. ça fonctionne un peu, quoi. Enfin, en tout cas, oui, ça fonctionne sur certaines, il y a toujours certains étudiants qui vont entrer dans le jeu et qui vont réagir. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai déjà fait ça sur plusieurs groupes de TD. Et effectivement, les gens jouent le jeu en général. Ouais, c'est un peu, Surtout qu'en plus, quand on fait une correction de plusieurs exercices avec des mécanismes qui ressemblent, au bout d'un moment, ça fait un déclic, quoi. Donc ça donne plus envie de ouais, participer, c'est quoi. ça. Oui, 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 c'est ça, en fait. Et puis on les met un peu sur la piste, alors ils sont pas complètement perdus. Voilà, on essaie de leur dire: «Ah oui, peut-être que la propriété, vous savez, qui s'appelle, qui est au slide numéro, voilà». Et alors, concernant la création de tes supports de cours, comment tu suggères ça? Est-ce que tu avais déjà des supports avant que tu as réutilisés ou est-ce que tu as créé des nouveaux? Est-ce que Alors en fait, il y a les 2 cas. C'est vrai que Bérangère disait qu'il y avait pas beaucoup de, voilà, de passages de cours, en fait, enfin de supports de cours entre enseignants-chercheurs. Alors c'est vrai que moi, dans mon expérience, quand j'ai repris des cours qui existaient, on m'a passé des supports, que j'ai réadaptés parce qu'effectivement, voilà, c'est pas, on fait toujours un peu différemment, on a envie de mettre un peu sa patte, enfin voilà, heu, voilà, de changer, de modifier un peu le cours et par contre, bah, les nouveaux cours, on les crée à partir voilà, heu, complètement. Donc là, en fait, c'est la méthode classique, hein. Se référer, lire des livres qui font référence sur le sujet, essayer de synthétiser toutes les connaissances. Donc ouais, moi j'aime bien ça comme type d'activité et puis après, réfléchir à la façon dont on va introduire les différentes notions pour que, mmh, bah, elles soient bien comprises par les étudiants, voilà. ça me fait penser à quelque chose, en fait, je pense qu'il y a aussi une autre idée qu'on pense pas auquel les gens pensent pas forcément, c'est simplement aller chercher le même cours donné par d'autres universités en ligne. Parce que parfois, il y a des profs qui Oui, publient leurs tout cours. à fait aussi, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, Parce que ça, c'est ouais. quelque chose, qui, à mon avis, doit pas mal aider aussi pour, Oui, 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 j'ai pas dit, mais il y a aussi aujourd'hui, enfin, quand j'ai commencé, il y avait pas beaucoup, mais aujourd'hui, en tout cas, on trouve plein, plein de cours évidemment, qui sont des bons cours, hein, sur internet et voilà. Alors après, faut réfléchir aussi, faut bien définir les objectifs de son propre cours en termes de connaissances, de compétences, on a un certain temps aussi, hein, enfin voilà, qui nous est alloué pour ce cours. mmh. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et ouais, et même si j'étends l'idée, on peut même, se dire, que sur YouTube, parfois, il y a des concepts qui sont vulgarisés et qui peuvent nous plaire et ça peut nous donner des idées, en tout cas, pour Oui, amener les sujets. ça peut donner des idées, effectivement et on les reprend, voilà. Moi, j'aime bien quand je Ouais, trouve des bonnes idées, je suis très contente et j'aime bien les reprendre, voilà, à ma façon, enfin voilà, mais effectivement, c'est oui, c'est c'est clair. c'est c'est intéressant. Et puis après partager aussi, en profiter pour partager sa propre vision d'un sujet, ouais, c'est intéressant aussi, je trouve. Et donc du coup, tu disais qu'il y avait un tiers de recherche, un tiers, enseignement, un tiers administratif, mais comment tu équilibres la recherche et l'enseignement notamment? Est-ce que Alors ça, c'est très difficile en pratique. C'est vraiment difficile en fait. Je pense que, alors c'est vrai que moi j'ai consacré, enfin voilà, plus de temps à l'enseignement qu'à la recherche en fait. Parce que, voilà, quand je suis arrivée à l'IMT, Nord-Europe, on était vraiment plutôt en sous-effectif. Il y avait beaucoup d'heures à faire, enfin, voilà et puis on m'a tout de suite, demandé de prendre la responsabilité de certaines formations et cetera donc voilà, ça s'est trouvé comme ça. Après je pense que, voilà, si j'avais un conseil quand même à donner, c'est qu'il faut bien faire son enseignement, il faut s'impliquer effectivement dans cette mission-là. Elle est importante puisque, on va quand même former des étudiants pour qu'ils puissent ensuite, s'insérer, enfin trouver une place dans la société, donc c'est important comme mission. Mais faut aussi penser un peu à son évolution, à sa carrière et donc il faut faire attention à limiter le temps qu'on consacre à l'enseignement, conserver vraiment du temps pour développer sa recherche, en fait. Donc on peut le regretter, mais en fait, il faut être quand même conscient que ce sont essentiellement les activités de recherche qui sont valorisées dans la carrière d'un enseignant-chercheur, donc
faut quand même voilà, avoir ça en tête, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est quand même les activités de recherche qui vont permettre de passer l'HDR, donc l'habilitation à diriger les recherches. Et puis ensuite, ça va permettre de candidater sur les postes de professeurs des universités, qui sont des postes au-dessus du poste de maître de conférence. Ok, Voilà, donc. très clair. Bah, oui, c'est vrai que c'est important d'en parler quand même pour se rendre compte Oui, oui, tout que à la fait. recherche Ouais, doit prendre un certain ouais, temps. ouais. Oui, Après, il faut aussi écouter ses envies, hein. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas non plus. C'est l'avantage aussi en fait, de ce poste de maître de conférence où, en fait, en fonction quand même de ses envies, des opportunités, des stratégies aussi des établissements, oui, on peut quand même choisir de s'impliquer plus sur oui, oui. des missions, en En fait. fait, une mission, quand on switch de mission, ça peut Voilà. un peu te souffler, quoi. Je suis trop dans Oui. l'enseignement, je fais de la recherche, je suis trop dans la recherche, je fais de l'enseignement, etc. Pour Ouais. l'administratif, je suis pas sûr qu'on souffle, mais Non, l'administratif, c'est plutôt Ouais, non, c'est un challenge en plus. oui, voilà. Oui, non, non. Et au niveau des cours, on parlait tout à l'heure avec Florian des cas ou peut-être de conflits avec des étudiants. Tu as déjà eu ça dans ta carrière? Heu, Pas beaucoup. Après, en fait, enfin, vraiment des vrais conflits, non. Après les conflits, ce qu'on appelle conflits, c'est ce dont a parlé Florian, en fait. C'est surtout, voilà, un mépris de l'autorité, de l'arrogance, voilà, de l'agressivité de certains étudiants. Donc, voilà ce que vous aviez dit tout à l'heure, Rognier et puis Florian, en fait. Voilà, je pense que c'est tout à fait juste. Il faut essayer voilà, d'affirmer son autorité le plus vite possible dans ces cas-là, avant que ça dérape, enfin voilà, de prendre des mauvaises habitudes. Et en plus, ça déteint souvent sur les autres étudiants. Il faut vraiment faire attention. Donc après, effectivement, on peut se fâcher au cours, on peut dire à certains étudiants de sortir. Après, il faut pas hésiter non plus à convoquer un étudiant dans son bureau. Ça, voilà, ça peut être l'occasion, voilà, de lui expliquer, parce que parfois ils comprennent pas trop, ils voient pas où est le problème, donc on peut leur expliquer clairement en quoi leur comportement n'est pas acceptable, c'est quoi nos exigences, voilà, en termes de comportement. Après, ça suffit pas toujours, faut pas hésiter aussi à en parler aux collègues, parce qu'en général, si on a un étudiant qui pose problème dans un cours, il pose problème dans d'autres cours aussi. Donc ça peut être bien d'en discuter ensemble, de décider d'une stratégie. Et puis quand vraiment, c'est problématique, bah, en fait, il faut remonter, le problème à la hiérarchie qui normalement doit nous soutenir. Et il est toujours possible, en fait, en général, hein, de convoquer un étudiant en conseil de discipline. C'est toujours, Je pense dans le pire des cas, ça. ça, c'est le pire des cas, voilà. Mais j'ai un conseil de discipline demain, donc c'est pour ça que je suis Ah bah voilà. Ouais. voilà, mais ça peut arriver, quoi, en fait, vraiment. Ok. Voilà. Bah, on a plusieurs, leviers, en fait, hein, Ça couche plusieurs plusieurs couches étapes avant possibles. d'arriver Voilà, c'est ça, au en fait. Graal qui est Bon, l'idée, c'est c'était d'arriver à voilà. Mais je pense que plus on intervient vite, moins il y a de chances quand même que ça Ouais, bien sûr. dégénère, en fait, voilà, Ok. je pense. Ok, très bien. Bon, bah, ça c'est un parfait complément à ce qu'on a dit, parce que ça, on n'est pas forcément au courant. Et une autre question qui est un peu naïve là, c'est du coup, ça fait plusieurs années que tu enseignes. Tu enseignes potentiellement les mêmes cours. Est-ce qu'il n'y a pas une routine? Est-ce que tu n'en as pas marre au bout d'un moment d'enseigner toujours la même chose? Alors, moi, je pense qu'il y a pas beaucoup de risques que la routine s'installe dans le métier d'enseignant-chercheur, ou alors, il faut vraiment le vouloir, à mon avis. Enfin, c'est vraiment un métier qui est non routinier, pardon, parce qu'il y a un renouvellement, enfin, constant des activités, en fait. Il y a une variété d'activités, puis il y a un renouvellement en plus des activités. C'est vrai que moi, enfin, mon expérience, c'était les télécoms, donc c'est vrai que j'ai enseigné au début, c'était la 2G, après il y a la 3G qui est arrivée, puis la 4G, puis ensuite j'ai changé voilà, de domaine d'enseignement, donc voilà, c'est pas arrivé, vraiment, voilà, que voilà, je trouve que j'ai un cours, voilà, qui devient très ennuyeux. Après, je me suis quand même embêtée parfois, quand c'était plusieurs cours que je faisais plusieurs fois par an. Donc par exemple, voilà, des cours sur les réseaux mobiles, parfois je les faisais 4 fois par an à des publics différents. Et là, j'avais un peu l'impression de m'écouter parler, en fait, toute seule, quoi, en fait. Donc ça, c'est pas très agréable. Et puis après, ce qu'on sait alors, Bérangère en parlait un peu tout à l'heure, mais les cours aussi, enfin les coordinations de cours tournent, enfin, en fait, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas parlé beaucoup de ça, mais finalement, en tant qu'enseignant, bon, ça dépend un peu peut-être des sections, mais on n'est pas tout seul, en fait. On est au sein d'une équipe pédagogique en général, sur un domaine. Et on peut faire tourner les coordinations de cours, en fait, enfin, au sein des équipes. Donc, si on se met d'accord avec les collègues, on peut décider à un moment donné qu'on arrête d'intervenir sur un cours, parce que ça fait pas mal d'années qu'on le fait. Et puis, on décide voilà, de passer ce cours à un autre collègue et puis d'en assurer un autre.
qui existe ou d'en créer un autre. Parce que les besoins, ils évoluent tout le temps, en fait, hein. Donc, la création de cours, c'est assez courant, finalement, pour s'adapter. Et puis après aussi, il faut voir aussi que la partie enseignement, elle évolue. C'est-à-dire que les activités qu'on va faire en enseignement évoluent au cours du temps. Donc, c'est vrai qu'au début, voilà, typiquement, voilà, comme disait Martin, on fait plutôt des TD et des TP, en fait, quand on commence, voilà, en thèse. Et puis après, on fait des cours. Alors Florian a fait des cours très tôt, mais en général, c'est plutôt, voilà, quand on est une fois qu'on est maître de conférence. Et puis après, on peut encore faire, autre chose, hein, avec l'expérience, on va pouvoir intervenir auprès de publics, plus variés, genre, par exemple, des professionnels en formation continue. Donc là, c'est encore un peu différent. Là, il y a beaucoup d'échanges, c'est intéressant. On peut créer des nouveaux enseignements, on peut prendre des responsabilités, la coordination d'unités d'enseignement ou partie d'un parcours de la formation. Ça peut être une spécialité, une année de formation, une option de dernière année, ce genre de choses. On peut aussi prendre la responsabilité d'une formation complète, voilà, une licence, un master à l'université ou voilà un parcours, spécifique, dans une école d'ingénieurs. Après, on peut aussi piloter des projets d'enseignement, donc créer des nouvelles formations, voilà, un nouveau master ou une nouvelle formation complète, faire des demandes d'accréditation auprès de la CTI, donc c'est la commission des titres d'ingénieur. On peut aussi s'occuper des réformes pédagogiques à l'intérieur des établissements. Voilà, enfin, on peut contribuer aussi à tout ce qui est stratégie en termes de formation. Voilà, donc il y a comme plein d'activités différentes sur lesquelles on peut évoluer aussi. Ouais, donc Donc, vraiment la il y a routine, pas de quoi ouais, vraiment s'ennuyer, ouais. y a pas trop Et de après, la seule chose que je voulais aussi, c'est tout ce qui est innovation pédagogique, parce on en entend parler, enfin beaucoup, depuis pas en mal ce d'années moment. d'ailleurs. Donc on peut aussi aller sur cette voie-là, en fait, hein, et puis décider d'expérimenter des nouvelles pratiques et de participer à des colloques, sur la pédagogie, par exemple. Enfin voilà, j'ai Mmh. des collègues qui font ça aussi, enfin, donc il y a plein de possibilités, en Ouais, fait. donc c'est super, on voit que tu t'adaptes un peu, par rapport à ce qui se passe et selon tes envies aussi. D'ailleurs, Ouais. comment toi tu fais pour adapter tes propres cours aux nouvelles évolutions technologiques? À chaque fois, est-ce que tu fais attention chaque année de renouveler par rapport à ce qui vient de sortir ou? Oui. En général, oui, je le fais toujours. Alors, en général, c'est pas tout le cours qui doit évoluer parce que voilà, Non, c'est c'est surtout, ça continue. en fait, ça va être dans les introductions et puis sur certaines méthodes, voilà, ou certaines applications ou voilà, où ça a changé. Donc pour faire ça, il faut faire de la veille, effectivement, sur le sujet. Quand on a la chance d'avoir un enseignement qui est lié à la recherche, ça se fait assez naturellement, donc ça, c'est un avantage. Et puis après, on discute aussi avec, les collègues, donc ça permet aussi voilà, de voir les évolutions. On suit des stages aussi en entreprise, donc on voit aussi, voilà, comment ça évolue. Donc c'est vrai que Ah, c'est pas idiot ça, de ça se regarder un fait peu les sujets de stage d'entreprise oui, pour se rendre oui, compte de comment c'est utilisé en pratique et ouais, adopter ouais le cours par et rapport à ça ça. permet aussi d'enrichir les cours. Enfin, c'est toujours pareil, Bien ça va sûr. dépendre des sections, mais quand on encadre des étudiants en stage, qui sont en entreprise, ça permet quand même d'avoir aussi après ça permet d'enrichir le cours, en fait, avec des cas concrets, des vraies études qui sont faites et ouais, ouais. J'imagine. Et si vous voulez des informations sur ça, contactez, l'ancien élève, Voilà. Non, non, l'alumni. c'est toujours intéressant, en fait, effectivement, en fait et les sujets sont parfois assez nouveaux, en fait, Mmh. dans l'air du temps, donc ça permet, c'est Ouais, c'est intéressant. clair. Peut-être un dernier mot avant de conclure. Est-ce que toi, tu pourrais me dire c'est quoi le plus dur dans ton métier actuellement et comment tu gères ça? Heu, alors je le subis un peu plutôt que de le gérer. Je vais dire ce qui est le plus dur, c'est enfin, je pense, la gestion du temps et l'impression un peu de se disperser parfois. C'est vrai que, comme on disait, on a 3 missions. Dans chaque mission, les tâches sont très variées, nombreuses, enfin voilà, que ce soit en recherche, en enseignement, les tâches administratives aussi. Donc c'est pas toujours évident en fait, Garder le de focus, en fait. ouais, ouais, c'est ça en fait. Parfois on se perd un peu, voilà, dans les activités et puis je pense que ces dernières années aussi, c'est quelque chose qu'on entend aussi, de façon générale, hein. Je pense que la les charges administratives ont augmenté, Mmh. qu'on a l'impression d'être un peu parfois noyé sous ces tâches administratives. Ça nous empêche de faire, notre vrai métier, ce qu'on considère en général comme notre vrai métier, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche et parfois on a un peu l'impression j'ai parfois des petits moments comme ça un peu où j'ai l'impression que mon métier perd un peu son sens, du coup de passer beaucoup de temps à faire des choses que je trouve pas très utiles voilà et ça, c'est un peu frustrant. D'accord, très clair. Ouais, ça, c'est intéressant comme Voilà. retour. Alors là, les amis, on arrive sur la fin de l'épisode.
Est-ce que déjà un des invités voudrait rebondir sur tout ce qui a été dit? Non, je voulais juste te remercier, pour ce retour d'expérience, d'une maîtresse de conférence, aguerrie. Ça rassure un petit peu aussi parce que, bah, on se lance, alors Bérengère s'est déjà lancée, mais personnellement, je commence à voir le bout du tunnel et puis, on se dit: «OK, bah, est-ce que ça va être, cette même, quantité de travail? Est-ce que ça va être, toujours, parce qu'il faut le dire, hein, la thèse, c'est quand même compliqué, surtout avec une grosse, charge d'enseignement et bah, finalement, ça rassure. Oui, il y a toujours ces mêmes problématiques entre les, différentes, dimensions dont, administratives que j'ai pas encore, vraiment. Mais, bah, finalement, elle le dit d'une manière où ça rassure un petit peu puisque, bah, ça a l'air tout à fait, faisable. Donc c'est cool. Je me dis que pour tous ceux qui vont pouvoir écouter, ce podcast et qui ont envie de se lancer, ou qui sont déjà dans une thèse et qui souhaitent, un jour être enseignants, chercheurs, je pense que ça devrait les rassurer et puis qu'il faut foncer. Ouais, c'est pas mal ça comme conclusion. Du coup, là, je pense qu'on peut finir l'épisode avec un conseil de chacun pour toutes les personnes qui veulent faire de l'enseignement. Eh bien, je ne sais pas vraiment quoi ajouter par rapport à ce que j'ai dit avant, mais c'est très bateau, hein, mais comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui d'entre vous, de bâtir aussi ses cours en fonction de ce qui nous plaît, enfin, de se les approprier pour y prendre plaisir, parce que je pense que c'est quelque chose que les étudiants ressentent. Il faut que les cours nous intéressent, nous plaisent, et voilà, pour partager ces connaissances avec eux. Ouais, je suis d'accord avec Bérangère. Je pense que, bon, voilà, que ce soit les cours ou les TD, globalement, ça doit quand même rester quelque chose qui est agréable pour les élèves, à suivre, au moins s'ils sont motivés, en tout cas, pour le faire et si c'est un cours qui les intéresse. Mais sinon, comme conseil, bah, comme on a déjà plusieurs fois, évoqué, c'est vraiment important de discuter avec les autres doctorants, les autres enseignants. Enfin, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on avance aussi, dans notre conception du cours, ou comment dans notre animation du cours, c'est en discutant avec les autres, en voyant ce que les autres font dans leurs cours, et voilà, piquer des idées aux uns et aux autres, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour moi, m'a vraiment aidé sur le début. À la limite, j'avais une chose à rajouter, notamment, enfin, par rapport au contrat d'ATER et plus particulièrement au contrat d'ATER, temps plein. Je pense que ça peut être un bon conseil. Faites attention, c'est une grosse charge de travail. Heu, Théoriquement, quand on fait un contrat d'ATER, c'est qu'on est vraiment sur la fin de sa thèse et la fin de la thèse peut être un peu plus longue que prévu et du fait de ce contrat donc qui est quand même de plus de 190 heures, bah, ça peut s'avérer compliqué, de travailler en parallèle sur la thèse. Donc voilà, faire attention, peut-être qu'un temps, partiel serait plus gérable. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec Florian. Quand on veut finir sa thèse, moi, c'est ce que j'ai fait, et dans le cadre d'un post-dater, c'est assez compliqué, en fait, hein, effectivement, enfin, tous les cours sont nouveaux, c'est une vraie charge d'enseignant-chercheur, c'est énorme, donc c'est pas évident de se conserver du temps pour la recherche. Ça porte bien son nom, à terre. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, du coup, pour donner peut-être un conseil, c'est que bah, il faut profiter de la thèse pour se lancer dans l'enseignement. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Vous prenez très peu de risques parce que vous serez intégré quand même dans une équipe pédagogique. Vous aurez peut-être le choix de vos enseignements. Vous interviendrez dans des enseignements existants. Normalement, vous aurez à disposition les corrections des TP, les corrections des TD. Donc, c'est vraiment l'occasion d'essayer en fait pour voir si enfin, si ça plaît ou pas. Et puis en plus, voilà, ça permet aussi de valider, la partie enseignement pour la qualification. Parce que si on n'a pas fait justement d'enseignement, il va falloir quand même en faire après la thèse, donc peut-être dans le cadre d'un post-dater. Ok. Voilà. Bah, on peut conclure sur ces belles paroles. Alors, donc merci à tous déjà pour cet échange. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses et je suis sûr que l'audience va apprendre beaucoup de choses aussi. Alors là, on a bien compris du coup que le poste de maître de conférence n'est pas de tout repos. Rien que pour l'obtenir, toutes les heures d'enseignement, ben, ça prend du temps. Après, tant qu'on enseigne par plaisir, tout se passe bien. Mais voilà, il faut quand même prendre conscience que déjà réussir le concours, c'est pas forcément évident, que ça se prépare en fait dès le début de la thèse, que quand même il y a une charge d'enseignement, mais il y a aussi une charge pour la recherche et pour l'administratif.
Donc je pense qu'on l'a bien compris. Mais ce qui est bien, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de vraie routine dans ce métier. Ça évolue selon nos envies, selon ce qui se passe dans la société. Et donc, du coup, on finit finalement par s'approprier un peu le métier. Et on voit bien avec tous les échanges qu'on a eus que c'est quand même un très beau métier, faut le dire. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va conclure l'épisode et j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.